bonjour et bienvenue dans notre focus recherche et développement qui est fait par notre site Panorapost dans l'objectif et dans la perspective de réaliser un livre blanc sur la recherche et développement à partir des remarques, des réflexions, des observations et des propositions d'un ensemble d'experts dont vous faites partie pour ce premier webinaire. Donc, ce premier webinaire tournera autour de tout ce qui est RH, tout ce qui est attractivité, tout ce qui est rentabilité. Alors, comme on sait, la RD au Maroc n'a pas toujours bénéficié, on en parlait il y a un instant, de l'importance qui aurait dû lui être accordée dans un monde où la différence entre nations se fait désormais en matière d'intelligence et de créativité. Moins de 1% du PIB national contre à peu près une moyenne de 2,3-2,4% pour les pays de l'OCDE. Avec la pandémie qu'on traverse aujourd'hui et ce qu'on subit, il est apparu que les pays qui ont le mieux géré sont ceux-là même, qui ont su développer leurs propres outils de lutte contre le virus, tant au niveau industriel que médical. Et dans les deux cas, des activités de recherche ont été mises en lumière. Au Maroc, on a commencé à comprendre un certain nombre de choses en ce qui concerne ce domaine. Aujourd'hui, avec le nouveau monde qui se profile sous nos yeux, les changements ne manqueront pas d'intervenir et les pays du monde, parmi eux le Maroc, devront revoir entièrement de fond en comble leur politique de R&D. L'enjeu principal est de développer ce secteur. Alors, les questions, il y en a beaucoup. L'état des lieux en matière de R&D, les points faibles et les points forts que le Maroc peut avoir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de points faibles que de points forts. Et comment favoriser et donner un élan fort à cette activité, sachant qu'avant le financement, le plus important est la ressource humaine à former en local, à maintenir, voire à attirer de l'étranger. Alors, pour en débattre avec nous aujourd'hui, vous êtes là, messieurs, avec nous. On va commencer par Si Ahmed Hamouche, qui est, alors vous êtes le directeur de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, je pense. Vous êtes ancien directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique et vous êtes un spécialiste en traitement informatique, traitement de l'informatique et TIC. Alors, bienvenue, Ahmed, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est Tarek Daouda. Alors, vous êtes licencié, vous avez une licence en maths informatique à l'université Henri Poincaré à Nancy. Vous avez suivi une maîtrise en intelligence artificielle à l'université de Montréal, puis d'un doctorat en bioinformatique à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie. Vous êtes aujourd'hui chercheur postdoctoral affilié à la Harvard Medical School. Vous venez de mettre avec votre équipe un algorithme d'intelligence artificielle qui sert à identifier les fragments de protéines virales qu'il y a sur les cellules infectées. Alors, c'est un processus, un algorithme d'intelligence artificielle. Vous allez nous en parler tout à l'heure si vous voulez. Merci pour votre acceptation aussi et bienvenue avec nous. Chartraoui Boutfar, vous êtes docteur d'État de l'Université Qadi Iyad en biotechnologie, actuellement professeur de l'enseignement supérieur et directeur du laboratoire de biotechnologie et bioingénierie et directeur du centre des études doctorales, sciences de l'ingénieur à l'Université Qadi Iyad. Vous avez été aussi vice-président de cette même université et vice-doyen de la fac de sciences et techniques de Marrakech, ma ville. Et Hassan Ardouane, last but not least, vous êtes consultant, vous êtes architecte de formation, vous êtes enseignant, consultant donc en architecture. Vous êtes actuellement directeur du centre d'études doctorales à l'université Mohamed VI Polytechnique de Belgrade et directeur de l'école d'architecture au sein de la même UM6P. Merci à vous aussi d'être avec nous. On passe directement au vif du sujet. Comme je vous ai dit, l'émission, donc le webinaire se scindra en deux grands thèmes, deux grandes questions. Un, état des lieux. Deux, que faire pour remédier. On a commencé à en parler avant l'émission. On commence par Sid Alef Daouda, donc comme je disais tout à l'heure, le plus jeune d'entre nous, et puis celui qui n'est pas ici, donc parle à partir de Montréal. Donc vous êtes un jeune Marocain qui est parti sur 3 pays pour faire et parfaire sa formation. Vous êtes spécialisé donc en intelligence artificielle dans le domaine médical. Si vous deviez présenter les lieux de la RD au Maroc, que diriez-vous? Et peut-être aussi, pourquoi ne pas rester ici, simplement? Okay. À vous, c'est Tarek. Vous avez à peu près 8 à 10 minutes, je vous préviendrai quand vous serez à 8 minutes. D'accord. Donc, j'ai quitté le Maroc pour faire des études, mais le Maroc que j'ai quitté est différent du Maroc d'aujourd'hui. J'ai quitté le Maroc en 2004 pour faire une licence en mathématiques informatiques, comme vous l'avez dit. Mais il est vrai que mon but a toujours été de faire de la recherche. Et donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais quitté le Maroc de 2000. C'est que je voulais commencer à faire de la recherche, faire une carrière en recherche. C'est ce qui m'a conduit de la licence à aller à Montréal, au Canada, parce que justement la maîtrise
la maîtrise en France et la maîtrise à l'Université de Montréal sont très différentes. La maîtrise à l'Université de Montréal contient beaucoup plus de recherche. C'est 6 mois de cours et 1 an et demi de recherche minimum. Et contrairement en France où c'est pratiquement que des cours et peut-être un 6 mois de stage. Et donc j'ai fait ma maîtrise en intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Et après ça, ça m'a permis de commencer un doctorat en bioinformatique à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, toujours affilié à l'Université de Montréal, où là j'ai pu appliquer l'intelligence artificielle à la biologie. Principalement, j'ai travaillé sur le cancer, puis comment faire pour trouver un vaccin contre le cancer en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle. Mais ce parcours m'a permis justement de pouvoir m'insérer dans ces milieux. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a plus de moyens en Amérique du Nord que par exemple en France et au Maroc. Et ce type de recherche est beaucoup plus faisable là-bas à cause de ces limitations de moyens. Par exemple, c'est un type de recherche qui demande de générer beaucoup de données en biologie. Et ceci, en général, demande des machines qui coûtent cher et des techniciens qui sont extrêmement qualifiés. Et donc, le fait d'avoir été à Montréal m'a permis de faire ce doctorat en bioinformatique, et ça aurait été plus difficile de le faire en France, par exemple. Ensuite, à Harvard, j'ai juste continué mon parcours de recherche, tout simplement. Et donc là, je m'intéresse à un nouveau sujet, qui sont le séquençage de cellules uniques, mais la problématique reste la même. C'est que en ce moment, c'est quelque chose qui coûte encore plus cher faire de la recherche sur les cellules uniques, et c'est quelque chose qui est par exemple très difficile à faire à Montréal en ce moment à cause du prix, mais à Harvard, ils ont plus de moyens aux États-Unis, et par conséquent, c'est c'est là que je suis allé pour faire de la recherche là-dessus. Et donc le thème principal, c'est véritablement en fait quand on y regarde de plus près, j'ai pratiquement suivi les fonds de recherche. C'est-à-dire j'ai fait 3 pays comme vous l'avez dit, mais ces 3 pays-là, ça a été principalement une recherche toujours de trouver en fait l'endroit qui a suffisamment de moyens pour faire le type de recherche que j'avais envie de faire. Et donc c'est ça. Donc maintenant retour au Maroc, c'est quelque chose que j'envisage bien entendu. Et ce n'est pas quelque chose qui est aussi parce que beaucoup de gens Excusez-moi, je pensent que vois le sourire de M. Hmouch. Pour relever le sourire de M. Hmouch, continuez. d'accord, d'accord. Donc le retour au Maroc, le retour du Maroc, c'est quelque chose que j'envisage. Et d'autant plus que le type de recherche que j'ai fait en intelligence artificielle n'est pas aussi dispendieux que ce que les gens pourraient imaginer. C'est que la différence, c'est que le monde a beaucoup évolué entre-temps. Et ce qui coûte cher, c'est véritablement générer les données. Ça coûte extrêmement cher de générer des données. Une machine peut coûter jusqu'à 250 000 $, un échantillon peut coûter jusqu'à 10 000 $. Et il faut il faut beaucoup d'échantillons. Donc c'est des coûts qui se comptent en millions de dollars. Mais l'avantage du monde de 2020, c'est que la plupart beaucoup d'informations sont publiques maintenant. Parce que la plupart des journaux scientifiques demandent que les données soient mises publiques à la soumission. C'est-à-dire à la publication, il faut que les données soient publiques. Et ceci crée une situation différente où il est aujourd'hui possible d'accéder à beaucoup de données qui sont publiquement répertoriées, classées, de bonne qualité, et sur lesquelles on peut faire de la recherche, et qui sont gratuites. Donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui est intéressant, c'est que de ce point de vue-là, le retour au Maroc devient beaucoup plus envisageable, parce que les coûts les millions et les millions de dollars, c'est vraiment la génération des données. La recherche de l'intelligence artificielle, elle ne coûte pas des millions de dollars, elle coûte beaucoup moins cher, des ordres de grandeur moins cher. Et c'est quelque chose que le Maroc pourrait, à mon avis, pourrait se permettre et se démarquer. C'est un sujet que le Maroc pourrait, un secteur de la recherche et développement dans lequel le Maroc pourrait se démarquer. Mais aujourd'hui, actuellement, quelle est votre lecture de la recherche et développement au Maroc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi justement il y a beaucoup de monde qui part et pas beaucoup de monde qui arrive? C'est une bonne question.
le système marocain est assez difficile à naviguer de l'extérieur aussi. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui, pour quelqu'un qui veut rentrer, c'est difficile d'avoir recours à de l'information parce que il n'y a pas, par exemple, d'entité, par exemple, fédératrice de la recherche scientifique et des universités qui répertorierait l'information, par exemple. Donc, ça devient un travail de recherche justement pour trouver comment se passe la recherche au Maroc, qui est beaucoup plus long que pour un autre pays, par exemple. Euh, Ensuite, donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité de la part de l'extérieur. Ensuite, la recherche, c'est quelque chose, c'est un sujet compliqué. C'est aussi un sujet le financement y est pour beaucoup. Et donc, le financement au Maroc a l'air très inspiré, par exemple, de comment se passe le financement en France, par exemple. Et je sais que les Français sont en train de penser à comment moderniser leur système. Donc, il y a plusieurs choses qui à mon avis, rendent les choses un peu compliquées, mais surtout, le gros problème que je dirais, c'est surtout le manque de visibilité de l'extérieur. Donc, c'est très difficile de voir qu'est-ce qui se passe au Maroc au niveau de recherche quand on n'est pas au Maroc. Et et à mon avis, c'est quelque chose qui dessert le pays parce que, par exemple, pour quelqu'un qui chercherait à rentrer au pays et pour continuer sa carrière de chercheur, où trouver l'information? À qui, où trouver, quelles universités travaillent sur quel sujet, par exemple. Quels organismes donnent des fonds à à quel secteur de la recherche et développement. Toutes ces choses-là sont des choses essentielles à savoir et c'est très difficile de trouver cette information en ce moment quand on est à l'extérieur. Alors, justement, donc, si je comprends bien, c'est entre le problème du financement auquel on peut trouver une solution parce que le financement n'est pas véritablement le problème, si j'ai bien compris, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas un organisme centralisateur, un organisme fédérateur qui Oui, puisse d'abord coordonner les recherches qu'il y a et deuxièmement offrir de la visibilité et offrir de l'information. Alors, justement, c'est Chakraoui Moutfar, on en parlait longuement quand on préparait l'émission. Vous êtes en plein cœur donc, de la recherche, en plein cœur de l'enseignement. Vous pouvez nous dire, sur la base de ce que vient de dire Dalir Daouda, les points forts et les points faibles et pourquoi ça ne marche pas, vu de votre angle à ce moment-là de professeur universitaire dans le secteur public, sachant que si Hassan est dans le secteur privé, si Hamouch est dans la fonction publique. Donc, je crois qu'on mhm. va avoir une vision globale. On vous écoute. Merci, c'est Aziz, pour m'avoir associé à ce débat de grand intérêt autour d'une question stratégique et déterminante pour le développement et la souveraineté économique d'un pays. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la crise liée à la pandémie était un excellent révélateur de l'importance de la recherche et des développements pour une nation. Bon, certes, notre Maroc de demain, comme il l'a souligné El Hammouch en off, ne se construira pas sans appui considérable à la recherche et à l'innovation. Et on le sait, le Maroc connaît aujourd'hui un développement sans précédent dans de nombreux secteurs de l'activité économique et sociale. Je fais allusion là aux nombreuses stratégies sectorielles visant la modernisation de l'appareil productif et même promouvoir le développement humain. Bon, l'initiative nationale pour le développement humain, plan émergence, plan Aliotis, plan Azur, plan Maroc vert, plan offshoring, etc., etc. Donc, autant de projets structurants et autant d'enjeux, autant de défis qui prendront certainement dans la prochaine décennie une dimension de plus en plus concrète et décisive pour l'avenir du Maroc. Et là, je n'oublierai pas quelque chose de très intéressant, c'est la stratégie Maroc Innovation aussi. Alors, qui a été initiée par le ministère de l'Industrie et lancée en 2009. Et justement, là, c'est une stratégie horizontale arrimée à toutes ces stratégies sectorielles dont j'ai fait allusion. Et dans ce contexte, se sont créées les cités d'innovation dans les universités. C'est le Hammouch peut en parler parce que c'est lui qui pilote un petit peu cette opération. Bon, tenons compte de cette dynamique,
comme vous l'avez signalé, dans votre introduction, ses ambitions, il s'avère légitime quand même de se poser la question sur la recherche et le développement. Est-ce que ce processus stratégique de transformation profonde engagé par le Maroc peut se faire à l'écart d'une politique de recherche et développement? Et peut-on accorder une priorité et comment? Évidemment, la recherche et le développement et l'innovation parmi les leviers qui sont déterminants dans le développement social. Donc, pour ma part, dans cette courte contribution, je vais essayer d'examiner un petit peu la réalité de notre système recherche et développement à ma manière, l'état des lieux, ce que vous appelez état des lieux, et puis dans un deuxième temps, faire un éclairage sur quelques orientations concernant le comment rendre ce système, comme vous l'avez dit, Ça va être la deuxième partie. Donc, vous faites voilà, déjà un descriptif d'état des lieux. Après, on continue le tour de table et on revient. Mon diagnostic reposera sur classique, input-output. Alors, je commence par l'output, c'est comment se positionne le Maroc en matière de performance, de recherche et développement. Et après, est-ce que, bien sûr, lorsqu'on parle de performance, c'est les indicateurs et les livrables qui sont reconnus en matière de recherche et développement. Et après, est-ce que ces livrables sont le résultat d'une politique préétablie? C'est mon output à ma manière. Alors, en quelque sorte, pour évaluer une recherche et développement, je vais prendre 3 critères, 3 livrables, 3 indicateurs. La production du savoir, et rapidement, le potentiel d'innovation et de valorisation, et le potentiel et la qualité des ressources humaines, autrement dit la formation de chercheurs. Alors, rapidement, concernant la production de savoir, je vais me baser sur la production scientifique. Bon, tout le monde connaît, les collègues sont des spécialistes. Je prends la base de données Scopus qui est reconnue et je prends les données de 2018, où il y a près de 4 millions de publications que le monde a publiées. Alors, il y a, dans ces 4 millions, 10 pays produisent pratiquement les 2 tiers. Ils produisent plus de 100 publications par pays. Et il y a 5 en tête qui accaparent 50%. Les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Inde. Conseil de sécurité plus l'Inde. Voilà. La France, comme il a souligné Aziz, c'est Tariq, il vient en 7e position avec seulement 3% de la production mondiale. Et le Maroc à 0,2%, tout simplement. Donc, voilà notre position, autour de 7000 publications, tout simplement. Mais quelque chose d'intéressant, quand même de fondamental à signaler, c'est qu'on a triplé notre production en 10 ans. C'est quelque chose de très intéressant. À l'échelle de l'Afrique, on est classé 6e. Après l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie et l'Algérie. Et on vient juste avant l'Éthiopie et le Kenya. Sur le plan mondial, on est classé 58. L'Afrique 29, avec 4 fois de production que nous. Et l'Égypte 35e, avec 3 fois plus de production que nous. Moi, je ne veux pas me comparer, franchement, comparer le Maroc à une échelle africaine ou régionale, parce que le Maroc, quand même, a inscrit et investi une politique de grande envergure autour du développement économique et développement social. Et si c'est à comparer avec des pays similaires, comme la Turquie, la Malaisie, le Singapour ou l'Iran, avec les mêmes potentialités. Et ils sont loin. L'Iran, c'est 9 fois plus de production. La Turquie, c'est 7 fois. La Malaisie, 5 fois. Et le Singapour, 3 fois. Il est à remarquer que la production scientifique, d'une manière générale, n'est pas liée à l'effectif de la population, mais plutôt, bon, ça c'est banal, au pourcentage du PIB consacré à la recherche et au développement. Bon, je rentre un petit peu dans les domaines, par domaine. Là aussi, on n'excelle pas par rapport aux pays qui nous dépassent. On est largement dépassé par l'Arabie saoudite, ça, pas question. Et même le Kenya nous dépasse dans certains domaines, comme les sciences de la vie et les sciences sociales. Bon, si je prends maintenant, parce qu'il ne suffit pas de produire, de publier, mais il faut impacter la science, impacter le savoir. C'est le nombre de citations.
Et là, on est dépassé toujours par la Tunisie, l'Algérie, etc. Et même par le Kenya. Le Kenya qui produit deux fois moins que nous, et l'impact de la science 2 fois plus que nous. Comment vous appelez impact de la science? Comment vous Alors, pourriez c'est le définir nombre ça? de citations des publications. Très bien. Donc, la moyenne de citations d'une publication marocaine, il est de 4,5. Au Kenya, c'est 10 fois, plus que 10 fois, 10,30 fois. Donc, sont plus cités que nous. Ça, c'est l'impact de la science. C'est important aussi, les citations. C'est l'impact facteur de la science. La qualité aussi. Il y a la qualité, il y a l'impact, mais il y a la qualité de la production. Et l'appréciation du corpus d'un pays, elle est évaluée par le nombre de publications dans les journaux les plus classés. Si je vous donne un exemple, je prends les 100 premières revues dans la base de données Scopus, qui est reconnue et connue par les scientifiques. Excusez-moi, il vous restera 2 minutes pour ce premier thème. Sur 5 ans, il y a pratiquement 100 000 publications dans les 100 premières revues. Le Maroc n'a que 71, c'est-à-dire 0,07, à raison de 14 publications par an, tout simplement, avec les 2 tiers en médecine. Bon, il y a une information qui est importante, qui produit au Maroc. Il y a les 12 universités publiques qui produisent plus de 90% de la production. Et dans ces 12 universités publiques, il y a 4 qui produisent les 3 quarts. Hein, l'université de Rabat, l'université de Marrakech, l'université de Casa et l'université de Fès. Je passe au deuxième indicateur rapidement, qui est la production de l'innovation en quelque sorte, c'est les brevets. Alors, les brevets, en 2018, il y avait 3,3 millions brevets, toujours avec la Chine, 46% de brevets, suivi des États-Unis, 18%. Alors, si je parle du Maroc, on est à 0,08% de brevets. C'est exactement 2537. 0,08. 0,08. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse pratiquement tous les pays africains, sauf l'Afrique du Sud. Mais on est largement dépassé par la Turquie, 3 fois plus, l'Iran, 5 fois plus, la Malaisie, 3 fois plus, et le Singapour, 5 fois plus. Donc là aussi, on n'est pas vraiment en position avantageuse. Je vais finir par ce que vous avez appelé ressources humaines, formation, etc. Et c'est la formation par et pour la recherche ou par et à la recherche. C'est la formation de doctorants, parce que c'est un indicateur fondamental de l'activité de recherche et un gage et garantie de la pérennité et de l'excellence de la recherche scientifique. Alors, je ne vais pas parler de la formation en amont, notamment le flux entrant dans l'université, parce que les meilleurs bacheliers choisissent d'aller ailleurs. Et le choix de s'inscrire à l'université, ça tout le monde le connaît, ce n'est pas par conviction. Je vais tout simplement faire un petit bilan. Et d'abord, il est favorable au départ parce qu'on augmente progressivement en inscrits et en diplôme. C'est-à-dire, le nombre d'inscrits en doctorat a augmenté de 50% en 5 ans, les dernières 5 années. Le nombre de diplômés de doctorat a doublé, mais le rendement de graduation, de diplomation, il est très faible. Il est de 6% en moyenne. Tout simplement 6%. Et la moyenne de soutenance d'une thèse, c'est entre 5 ans et 6 ans. Je dirais 5 ans et demi et 6 ans. Bon, 2 facteurs intéressants, il faut en tenir compte, qui améliorent un petit peu le taux de diplomation, c'est la bourse d'excellence. Et bien qu'un tiers des titulaires d'une bourse d'excellence peuvent abandonner, et aussi les thèses en co-tutelle établies avec d'autres universités étrangères. Bon, un autre volet qui est important également, c'est ce qu'on appelle la nature du système de reproduction. Je peux prendre 1 minute, c'est Aziz? 1 minute, oui. Le système de reproduction d'un chercheur, hein, je mettrai de formation, parce que généralement, une reproduction à huis clos, ce qu'on appelle la consanguinité de la formation, n'est pas très appréciée au niveau du système de la recherche,
Pour les pays anglo-saxons, par exemple l'Allemagne, il n'est pas appréciable qu'un enseignant exerce dans le même établissement où il a fait sa thèse. Il faut qu'il fasse un détour pour qu'il fait preuve des potentialités et compétences. Et là, il y a une étude qui a été menée par une équipe de chercheurs coordonnée par Madame Rahma Bourqiya et qui est publiée en 2017. Au Maroc, on a une moyenne de 24% des enseignants qui ont eu le doctorat dans les établissements où ils travaillent. Cette situation s'accentue dans les anciennes universités, elle passe à 36%, et parfois dans certains champs disciplinaires, comme les études islamiques, à 61% des enseignants qui ont fait leur thèse dans la faculté où ils exercent. Alors, je vais vous arrêter là, Assi Charqaoui. Vous venez de nous brosser un tableau qui est plutôt noir, avec les chiffres, excusez-moi le terme, de parler comme ça. Et là, je vais donner la parole à Si Hassan Ardon. Excusez-moi, Si Hamouche, parce que là, on est en train de faire le tour. Donc, entre un chercheur marocain qui s'est expatrié parce qu'il y a des problèmes ici qu'il a décrits, entre un chercheur et un responsable de la recherche qui nous décrit un tableau. Alors, c'est bien qu'on ait multiplié la production par 3 sur 10 ans, mais qu'est-ce que ça aurait été, qu'est-ce que ça avait été il y a 10 ans? Si avec ça, on se retrouve derrière l'Arabie Saoudite, derrière le Kenya, avec tout le respect qu'on doit à ces pays, mais je pense quand même en termes de population, on est un peu au-dessus, donc on devrait faire. Alors, si, ça, c'est l'avis, donc, ou c'est l'opinion, c'est la vision d'un enseignant, d'un responsable de la recherche dans le domaine public, dans le secteur public. Passons au secteur privé. L'UMCXP est privé, c'est Hassan Antoine. Donc, vous êtes en bonne situation d'observation. Vous avez été, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, consultant à l'UNESCO, à Nations Unies Habitat. Donc, vous voyez un peu une vision globale. Est-ce qu'on peut considérer, avec les chiffres que vient de donner Charqaoui sur le fait que 90% de la recherche vient du privé, est-ce que vous pensez que ce n'est que parce qu'il n'y a pas encore eu le temps, vient du public, pardon, il n'y a pas eu le temps que le privé s'impose ou s'installe, ou alors vous pensez que c'est une fatalité? Comment vous voyez les choses, donc, encore une fois, au niveau de l'état des lieux, avec votre position centrale qui est à Belgrade? Merci Sébastien. Premièrement, je vous remercie pour le titre parce que vous n'avez pas parlé de la recherche, mais vous avez parlé de l'intelligence, la créativité, la recherche et puis le développement. Si on ne parle que de la recherche, on va perdre. Parce que la recherche a été liée toujours à un système. Donc, dans ce sens, la R&D, elle était toujours liée à l'industrie. Et la recherche fondamentale était toujours liée à des universités. Et ça, là, je pense, le grand problème. Le grand problème, c'est qu'on s'est concentré sur la recherche fondamentale liée à des académiques qui ne changent pas. Au moment où la vraie recherche, le vrai développement, c'est au sein des industries. Et il y avait une séparation entre le monde universitaire et le monde industriel et le monde commercial. Avant de parler de l'UMCXP, je vais parler de moi-même. Ce n'est pas dans le sens de show-off, mais je vous dis que j'ai été formé à l'École nationale d'architecture en tant qu'architecte, mais j'ai vécu 5 ans en Angleterre pour faire mon master's à l'Institut Manchar, et puis aller vers les États-Unis grâce à Fulbright pour faire mon deuxième master et mon PhD en architecture and city planning, la planification urbaine et territoriale à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Après, j'ai vécu 5 ans aux Émirats et j'ai vu le modèle des universités qui sont autour de l'industrie. Le Maroc a 100 ans de présence en matière d'université, mais on a des pays du Golfe qui ont entré en compétition. Pourquoi? Parce qu'ils ont un business model. Ce n'est pas des universités qui sont liées à un système d'accord hiérarchique et puis très, très rationnel. Donc, l'innovation réside où? D'où l'importance, je pense, de la création une nouvelle génération d'universités comme l'UMCXP qui sont centrées plutôt sur la recherche-action. C'est quoi la recherche-action? D'après mon tour du monde, de mon retour en 2013, j'étais le directeur de l'École nationale d'architecture et c'était le grand choc, un choc personnel. Je trouve que les professeurs souffrent parce qu'ils donnent des cours, mais ils n'ont pas un financement pour la recherche. Et ce n'est pas de la recherche fondamentale, la recherche-action. Ils sont détachés d'un terrain où il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, si je donne l'état du lieu en tant qu'UMCXP,
a été créé avec un écosystème de laboratoires vivants, dont l'Even Labs. Donc, les universités doivent être dotées de l'Even Labs, comme l'Université Mohamed VI Polytechnique de Belgrade. Donc, il y a la ferme expérimentale, il y a la mine expérimentale, il y a les villes smart et les villes durables, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'industrie, le management d'industrie qui est lié à l'écosystème de l'OCP, quoique ce modèle de l'UM6P au début n'était pas clair, parce que le système ne peut pas reconnaître un système très innovant qui n'est pas lié à des postes. Il est lié plutôt à des agendas de recherche. Il est lié à des attentes. Et dans ce sens, si je cite maintenant la crise de la recherche scientifique au Maroc, je vais dire le suivant. Et je ne veux pas lier un laboratoire autour de la recherche fondamentale qui est importante. Il faut pas que je fais des erreurs. Non, la recherche fondamentale est importante, mais la recherche-action, c'est ça ce que vous êtes en train de souligner, c'est le stade où il y a de l'intelligence et de la créativité. Où résident les problèmes au Maroc? Les universités sont détachées de l'industrie et du monde commercial. Deux, les universités, d'ailleurs, il y a un problème entre cette notion de développement liée à la recherche. Dans des pays comme la Suisse ou d'autres pays en Europe, l'impact du chercheur dans une université, il est mesuré par ces journaux indexés dont le projet a été réalisé. Ce n'est pas dans un chercheur. Je ne suis pas en train de critiquer les full professeurs ou les professeurs d'enseignement supérieur. Si tu as 300 publications dans des journaux indexés avec un impact H-index, mais tu n'as réalisé aucun projet de ces publications. Et le reste des publications dans l'archive, quoique ils sont très importants à construire le savoir, parce que le savoir, il y a une série de constructions, de théories et tout ça, c'est très important. Mais à un certain moment, pour le bien national, on dit, attention, comme dans le cas de Covid-19, tout d'un coup, tous nos chercheurs, ils sont orientés à chercher une solution, une solution, des milliers de solutions qui ont été bien sûr stimulées par le Covid-19. On doit être toujours dans cette situation d'urgence. Où sont les vrais problèmes du Maroc pour les résoudre par ces chercheurs et métamorphoser le mindset du chercheur de sortir de son laboratoire et de son confort universitaire et d'aller prendre le risque. Parce que le chercheur aux États-Unis, c'est un établissement lui-même. Parce que s'il ne génère pas de fonds de recherche, il n'a aucune valeur. Et même sa promotion, il y a combien d'argent il a décroché par rapport aux industries, par rapport au commercial. Vous allez me dire, mais le Maroc, les États-Unis, mais il y a des pays comme Singapour, comme plusieurs d'autres pays où l'économie du savoir est devenue le premier. Je pense le Maroc. C'est le moment opportun, c'est le moment très important où le Maroc doit s'inscrire dans ce chantier d'innovation, d'intelligence et d'économie du savoir. Et d'un autre côté, il faut aussi assurer la relation entre la recherche et le développement durable. Est-ce que notre gouvernement ou l'État va investir dans cette recherche? C'est normal. Si l'État ne voit pas l'intérêt direct de cette recherche, il va dire mais pourquoi je vais financer ce monsieur qui font de la recherche? Donc il faut même changer la définition de quoi la recherche vis-à-vis des policy makers, donc des politiciens, des décideurs, etc. Donc il y a un malentendu entre le changing mindset et changing paradigms. Donc lorsqu'on parle de la recherche-action, on parle de l'industrie automobile, on parle de l'industrie aéronautique. Comme le cas par exemple de l'université où je suis fier parce que je suis aussi fier du système public. Il a donné des fruits, il a donné des résultats. Moi-même, je suis diplômé d'une école supérieure publique. Mais, s'il vous plaît, c'est le moment, on est 2020, on doit repenser la recherche-action autour des level labs où l'étudiant, le doctorant, il est au centre. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'ENA, je n'ai pas trouvé une école doctorale. Donc, dans l'écosystème de l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, j'ai créé le premier centre doctoral interdisciplinaire au Maroc
grâce aux collaborateurs et tous les programmes lead de l'EM6P. Quoique j'ai sorti un peu de l'architecture, mais je suis plutôt maintenant dans les territoires, les ressources, l'innovation, la durabilité et la résilience. Donc voilà, il faut choisir des créneaux stratégiques à l'échelle nationale. Il lancer un chantier, ce n'est pas de réforme. Moi, je n'aime pas ce mot réforme. La réforme va mener à une autre réforme. Donc, innover le système pour créer des catalyseurs, d'aller vers un impact direct de la recherche-action. Et dans ce sens, les politiciens, les décideurs, les entreprises, l'industrie vont adhérer à ton projet. Si le projet elle reste toujours lié à des rangs académiques, d'accord, il y a un laboratoire qui n'a pas de financement, c'est ça le résultat. Et même la formation doctorale. Les thèses de doctorat doivent être orientées à l'échelle nationale pour des projets concrets. D'accord? Le dernier point, c'est ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Comment on a innové la recherche à l'Université Mohamed VI Polytechnique? Il y a 4 ou 5 créneaux stratégiques de recherche-action. Un, donc il y a l'agriculture smart, parce qu'il y a les fertilizers, les engrais et tout ça. Il y a la biotechnologie et la science. Et puis il y a l'industrie et l'innovation autour de l'industrie, la chimie et tout ça pour améliorer le produit. Vous savez très très bien, 100 ans de présence de l'OCP avec la ARD, l'OCP a pu se transformer grâce à la recherche et au développement. Et d'ailleurs, il ne sait tout ça pour le mettre dans le centre d'intérêt de l'université. Alors, excusez-moi, c'est Hassan, vous êtes passé à la deuxième question directement. Je vous sens passionné parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont faites. Alors maintenant, on va arriver, je serai, je pense aussi les gens présents, très intéressés d'entendre ce que vous allez dire. Parce que après avoir entendu les 2 précédents intervenants, je m'arrête une seconde sur ce qu'a dit Hassan. Je me rappelle une chose qu'il a dit qui m'a impacté, la notion de business model. Là on passe sur le mindset. Donc, on passe sur un autre état d'esprit, sur une autre méthode, sur une autre approche de la recherche qui n'est pas de la recherche et développement, qui n'est pas comme traditionnellement ça avait été le cas il y a longtemps, mais ça reste encore un petit peu un domaine plutôt public qu'autre chose. Et puis, il y a aussi, peut-être, c'est une question, mais ça, c'est le journaliste qui va vous la poser. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être passer du tropisme français au tropisme anglo-saxon? On voit ce qu'a dit Tarek Daouda, un peu compliqué de faire les choses en France. On voit que les Émirats nous ont très largement dépassés, les Saoudiens nous ont très largement dépassés. Alors, comment vous voyez les choses avec votre position, justement, votre position en surplomb qui vous permet de voir tout ça? Vous avez écouté 3 intervenants de chaque domaine différent. À vous la parole, Sehmoud. Merci beaucoup, c'est Aziz. J'aimerais moi aussi vous exprimer mon honneur d'être parmi vous pour participer à ce débat extrêmement important autour d'une thématique qui nous interpelle au premier plan, et surtout quand je vois les collègues qui parlent vraiment avec leur cœur, ça me fait vraiment plaisir. Je tiens également à les remercier à mon tour et aussi pour ce débat. Et croyez-moi, je vais vous dire que les recommandations qui vont découler de ces discussions vont être prises en considération par le ministère dans sa feuille de route pour développer la recherche. Merci. Alors, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que la recherche scientifique, l'importance de la recherche scientifique n'est pas à démontrer aujourd'hui. Et les spécialistes s'accordent tous à dire qu'il y a une liaison directe entre la position, je dirais, technologique et politique et de rayonnement d'un pays est directement liée, je veux dire, au développement de la recherche scientifique du pays et aussi aux efforts et aux moyens accordés à cette recherche scientifique. Et surtout, donc, c'est-à-dire le public, après le Covid-19, et monsieur tout le monde a bien compris, a bien aussi assimilé la chose. Les pays développés, d'ailleurs, à chaque fois quand il y a un problème, ils se tournent vers la recherche scientifique. Quand le chômage augmente,
on se tourne vers la recherche scientifique pour créer plus d'innovation et de ce fait créer plus d'opportunités donc pour les emplois. Et le dernier exemple en date, avec le problème du Covid-19, plusieurs pays ont lancé d'ailleurs des appels à projets dans le domaine pour essayer justement de trouver des réponses à cette pandémie. L'Union européenne a lancé un appel, entre parenthèses, a lancé un appel donc il y a quelques semaines pour rassembler une somme de 7,4 milliards d'euros nécessaires pour développer la solution de diagnostic, le traitement et le vaccin. D'ailleurs, le Maroc a participé avec 1 million d'euros, enfin pas 1 million, 3 millions d'euros, disons, parce qu'il y a une partie qui était dépensée au niveau national, et donc appartient avec 1 million d'euros. Il est clair, comme ce qui a été dit, c'est-à-dire effectivement, les pays développés investissent beaucoup dans la recherche. Donc, on voit bien effectivement ce qui a été dit par Sissi Chakraoui et les autres collègues, les États-Unis, par exemple, ou le Japon, qui est en premier, parmi les pays de tête, il investit plus de 3,2 de PIB, donc consacré à la recherche scientifique. Après, on va retrouver les grands pays comme l'Allemagne, après la Chine, après les États-Unis, bien sûr. Et le Singapour, qui était il y a quelques années comme nous, donc maintenant, il est beaucoup plus loin par rapport à nous en investissement. C'est très important. Pour répondre à votre question un petit peu, je vais essayer de dire un petit peu, pas la vérité, mais disons l'état actuel des choses. C'est-à-dire que la recherche scientifique, elle est toute jeune au Maroc. Elle est née il y a exactement une vingtaine d'années. Hein, donc, il faut le dire, c'est extrêmement important. Donc, on a parcouru un long chemin en 20 ans. D'ailleurs, à travers la place, c'est-à-dire c'est extrêmement important que le pouvoir politique, c'est-à-dire décide à ce que la recherche scientifique soit, c'est-à-dire fait partie de ses préoccupations. Donc, il y a déjà une chose qui est importante pour la recherche scientifique, qui fait partie de la Constitution, à travers un certain nombre d'établissements qui ont été créés il n'y a pas longtemps, comme ce que je viens de dire, l'Académie Hassan II, par exemple, le Conseil supérieur exécutif, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'établissements qui ont été créés il n'y a pas longtemps. Hein, donc, cette recherche scientifique, elle est ce qu'elle est. Sissi Chakraoui, il a donné des chiffres, mais peut-être qu'il faut, il y a un certain nombre d'opportunités aussi qui se créent et qu'il faut absolument que cette recherche scientifique les saisisse. Alors, par exemple, génération avancée, le dynamisme du pays et aussi une vision maintenant avec la vision stratégique 2015-2030, avec la loi cadre, les choses se précisent. C'est pas comme avant. Avant, c'est-à-dire que c'était des périodes, et puis une fois une période s'est terminée, on recommence depuis le début et ainsi de suite. Maintenant, c'est une grande importance d'avoir des stratégies comme ça, vision, je dirais, sur une quinzaine d'années, et puis tout ce qui se fait va être orienté selon ces stratégies. C'est très important. Et aussi, on a aussi, donc, durant ces 20 ans aussi, il y a eu la mise en place d'un certain nombre d'établissements de pilotage, comme le CNRST, comme par exemple l'agence d'évaluation, et qui ont aidé beaucoup à ce développement de la recherche. Et il y a aussi, petit à petit, le Maroc, donc, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, mais alors maintenant, est-ce que c'est assez? Et c'est là où on peut parler des contraintes, parce que comme ce que vous avez posé comme question, bien sûr, cette recherche, avec les outputs qui ont été cités, même s'il y a quelques commentaires, on a un certain nombre de contraintes. Alors, si je peux les organiser, par exemple, on peut parler d'abord déjà de gouvernance. Alors, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore aujourd'hui la loi sur la recherche. Nous avons une faible coordination entre les différents départements concernés, c'est-à-dire par la recherche, parce qu'il n'y a pas que le département qui fait la recherche. Nous avons aussi une organisation des structures de recherche qui est obsolète, qui est complètement dépassée. On n'a pas encore tous les autres pays que vous avez cités, comme le 6e, ils ont une structuration qui est bien faite, qui est ordonnée et correcte, c'est-à-dire qui
qui a donné ces résultats. Nous avons aussi, quand on parle des ressources humaines, de la motivation, nous n'avons pas de statut de chercheur et nous n'avons pas de statut de doctorant qui est le moteur de la recherche scientifique. C'est le doctorant qui produit, c'est le doctorant qui fait la recherche. Parce que les enseignants-chercheurs sont des encadrants. Mais sans doctorant, la recherche ne fonctionnera jamais. Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous avez parlé des publications, c'est-à-dire on a 7000, il faut aussi dire une chose, c'est que combien nous avons de chercheurs et combien les pays avec qui on se compare, ils ont de chercheurs. Nous avons on est à peu près 18 000 chercheurs. Les autres pays avec qui on se compare, l'Algérie, ils ont plus de 40 000 chercheurs. Et l'Algérie et la Tunisie, une fois et demie, c'est-à-dire c'est 1,5 fois plus que nous, et l'Algérie, donc c'est plus de 2 fois, pratiquement 2 fois 1,5. Donc c'est ce qui est tout à fait normal, et quand on compare avec les autres pays, c'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire par là, il y a une insuffisance en nombre d'enseignants-chercheurs au Maroc. Ces 15 dernières années, le nombre d'enseignants-chercheurs n'a augmenté que de 2% par an. En plus, conjuguer ça au vieillissement des enseignants-chercheurs, conjugué au départ volontaire qui a créé un grand trou et ainsi de suite. Conjugué effectivement aux critères de recrutement, comme ce qu'il a été c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enseignants-chercheurs, de doctorants qui font la thèse dans un établissement et qui sont tout de suite après recrutés. Et donc, ça, effectivement, on a ce grand problème. Et c'est-à-dire, on ne recrute pas. Quand on recrute un enseignant-chercheur, un professeur de l'enseignement supérieur assistant, on le recrute sur la partie enseignement. Et ça, ce n'est pas bon pour la recherche. Il faut le recruter comme à l'international, c'est-à-dire sur la partie recherche. On a une faible attractivité, c'est-à-dire, bien sûr, il faut encourager ces chercheurs, en commençant d'abord déjà par une rémunération correcte, une reconnaissance déjà aussi. Et puis, un espace de travail. Vous avez beaucoup d'enseignants-chercheurs qui n'ont pas de laboratoire. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, il a le laboratoire carrément dans son cartable et il n'a pas d'endroit où, je veux dire, où faire de la recherche, où s'asseoir carrément. On a aussi cette histoire de disparité entre les enseignants-chercheurs. Alors, je veux dire une chose, aujourd'hui où nous avons… il reste encore un peu moins que 2 minutes, excusez-moi, Sahmed. Enfin, je vais essayer de donner juste les grandes lignes. On a aujourd'hui 40% des enseignants-chercheurs sont dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et ils contribuent avec moins de 13% dans les publications. C'est-à-dire on a 40% qui produisent pratiquement pas, ce qui est extrêmement important à savoir. On a aussi toute la partie, c'est-à-dire tous les enseignants-chercheurs pratiquement dans le grade C, on a plus de 50% qui ne publient plus. Depuis 15 ans, ils n'ont aucun article, ce qui est extrêmement important. Alors, juste pour dire aussi sur la partie financement. Partie financement, on est à peu près à 0,8 du PIB actuellement. Quand on compare avec d'autres pays, notre objectif, c'était effectivement dans la vision stratégique de 2025 qui a été faite en 2006, qui est devenue obsolète, qu'il faut réviser. C'était normalement, on devait être à 2% actuellement, alors que nous sommes très loin de la moyenne, comme ce que vous avez cité dans votre mot, qui est un peu plus de 2,2%. Alors, j'en ai plein comme ça, puisque je n'ai pas assez de temps, je vais tout simplement… il y a aussi cette histoire d'évaluation qui devait exister et qui n'existe plus. Et il y a aussi cette histoire de l'évaluation de la recherche. L'université, d'il y a quelque temps, il ne doit plus être la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une troisième fonction qui est venue s'ajouter à cette fonction et qui est l'innovation et la valorisation de ces résultats de la recherche. Et je vais terminer avec quelque chose. Alors, il faut dire que c'est vrai qu'on produit actuellement 8000 articles par an, juste pour répondre un petit peu aux collègues, et on produit un petit peu, les universités centres de recherche, ils produisent 65% des brevets au niveau national, ce qui est quand même important. C'est-à-dire l'université est là, il fournit un certain nombre de choses. Et puis, il ne faut pas oublier ce que c'est triangulaire, c'est-à-dire qu'il faut produire beaucoup plus d'articles pour avoir un petit peu moins de brevets et pour sortir avec un ou quelques brevets qui vont donner des résultats. Et c'est comme ça que ça marche partout dans le monde. Et le Maroc ne peut pas faire exception. On ne peut pas avoir 5 articles publiés, 5 brevets et puis 5 projets qui vont sortir. Ça, c'est impossible. Alors, je ne sais pas combien il me reste de temps, mais
Bref, ça prenait Je suis désolé parce que là, je suis en train de boire vos paroles comme je l'ai fait avec vos collègues, mais je suis obligé de tenir le temps. Alors, je vais vous arrêter là. On va repasser, on va revenir vers vous. On va passer au deuxième thème. Donc, finalement, si je comprends bien, c'est que vous avez dit quelque chose que je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas d'ailleurs. C'est qu'au XXe siècle, eh ben, il n'y avait pas de recherche-développement dans ce pays. C'est-à-dire que nous tous, peut-être à l'exception de cette année, on a fait nos études ici sans trop de recherche-développement dans le coin. On a fait ce qu'on a eu à faire. Et donc, pour reprendre ce que disait si Hassan Abdouane et vous répondre à si Hamouche, on n'a pas besoin de réforme. On a besoin d'un état d'esprit. On a besoin de revoir les choses de fond en comble. Alors moi, je ne connais pas, je ne sais pas d'ailleurs si le chiffre est connu du nombre de chercheurs marocains qu'il y a à l'extérieur. Je sais par exemple qu'il y a 6 000 ou 7 000 médecins en France. Rien qu'en France, ça nous donne une idée. Les Marocains, on les trouve un peu partout d'une manière de plus en plus impressionnante, de plus en plus marquante. À l'étranger, bien entendu, je ne parle pas de vous qui êtes là, mais je parle des gens qui sont à l'étranger. On a un beau spécimen, si vous permettez de parler comme ça avec un peu de légèreté. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir quelque chose à faire. Il doit y avoir quelque chose à faire parce que nous avons le talent, nous avons l'argent, nous avons la volonté, nous avons la structure, nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour marier tout ça, pour conjuguer tout ça et pour faire en sorte que nous ayons quand même enfin une RD qui ressemble à quelque chose, un secteur de recherche qui ressemble à quelque chose. Et on reprend mon bouton de table depuis le début. La parole à Taleb Daouda, toujours 7-8 minutes. D'accord? Je vous interromps de manière à tenir, à ne pas faire d'injustice. Allez-y. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Bousta, Monsieur Boudfar et Monsieur Odouad, Monsieur Hamouche pour ces interventions. J'ai des points qui sont très intéressants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de il y a plusieurs points que l'on pourrait attaquer, puis comme a dit Monsieur Odouad, c'est principalement une question d'état d'esprit. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est que le Maroc pourrait, par exemple, se concentrer sur des secteurs clés, qui seraient des secteurs où, avec un haut rendement, par exemple, pour le rayonnement et pour le PIB du pays. Et par exemple, qui dynamiserait l'économie, qui répondrait aux problèmes spécifiques du Maroc. Ensuite, il y a aussi le point du financement. Le Maroc n'est pas le seul pays au monde à vouloir revoir son financement. Tous les pays du monde en ce moment sont en train de revoir leur financement à la recherche. Parce que si quelque chose, parce que justement, si la crise de Covid a montré quelque chose, c'est que le système universitaire, en ce moment même, n'est pas capable dans tous les pays du monde de répondre à une crise comme celle du Covid. Donc, ce qu'on a vu, c'est que tous les pays ont commencé à débloquer des fonds à la dernière minute, essayer de trouver des façons d'injecter de l'argent dans la recherche pour avoir une solution au Covid. Et ça, ce que ça montre, c'est que les solutions pour répondre à un problème qui vient d'apparaître, qui nécessite une réponse rapide, n'existait pas. Et ça, c'est un problème mondial. Donc, le Maroc ne fait pas exception là-dedans. Donc, revoir peut-être un peu comment le financement est fait, pour avoir une recherche qui est véritablement dynamique, qui puisse répondre aux problèmes actuels. Ensuite, il y a aussi le rôle du public et du privé auquel le Maroc pourrait regarder. Et ça, ce serait plus comment se partager la tâche, parce que on fait de la recherche dans le public, on fait aussi de la recherche dans le privé. Comment ces deux secteurs clés de la recherche scientifique sont censés se parler? Est-ce que la meilleure façon, c'est d'avoir, par exemple, des incubateurs dans des universités, ou comment est-ce qu'on fait passer la recherche du public au privé? Est-ce qu'on sous-traite une partie de la recherche au privé? Tout ça, ce sont des questions importantes que d'autres pays aussi sont en train de se poser. Il y a aussi le problème de la formation des étudiants et des doctorants en particulier, parce que comme a dit le professeur Hemouche, c'est véritablement les doctorants qui font la plupart de la recherche. Donc c'est pas juste une question bien entendu, il faut qu'il y ait une formation qui soit au niveau pour les hautes technologies, mais il y a aussi la formation au niveau des langues. Et là, le Maroc, encore une fois, ne fait pas exception là-dedans. Mais par exemple, la France a un problème avec ça aussi, c'est que la recherche se fait malheureusement ou heureusement pour certaines personnes en anglais. Et il faut une excellente maîtrise de l'anglais pour pouvoir publier dans des revues scientifiques, parce que ces revues sont en général des revues en anglais.
Et donc, quelle est la part de l'anglais dans la formation, aussi quelle est la part de recherche dans la formation. Dans mon cas précis, je suis allé en Amérique du Nord parce que la part de recherche était plus importante dans la formation dès la maîtrise. Et c'est quelque chose qui pourrait être intéressante à se poser comme question. Quelle part de recherche est-ce que l'on veut que les gens, dès la maîtrise et pour pouvoir avoir, au niveau de la maîtrise et au doctorat, quelle part de recherche mettre dans l'enseignement? Ensuite, évidemment, on a parlé de l'organisme fédérateur, un organisme fédérateur de recherche qui donnerait de l'information, les lignes directrices, qui gérerait le financement, par exemple. Ce serait aussi quelque chose à entrevoir. On a aussi entendu parler de mobilité des chercheurs, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et donc à l'interne et aussi à l'externe. Donc beaucoup d'universités dans le monde et beaucoup de pays dans le monde ont, comme a dit, je pense que c'était Monsieur Redouane, ont effectivement des policies contre la consanguinité. Ou c'était Monsieur Moudafar, contre la consanguinité, c'est-à-dire la même personne qui reste, qui fait toutes ses études dans la même université. Et c'est très important d'avoir cette mobilité-là pour que justement il y ait la recherche puisse se disséminer dans le pays et que les doctorants puissent avoir profité d'expériences multiples. D'un point de vue culturel, il y a aussi le côté hiérarchique qui peut en rebuter beaucoup. Par exemple, si on compare par exemple ce qui se passe en France ou en Amérique du Nord, il n'existe pas d'habilité à diriger la recherche. Une fois que quelqu'un a un doctorat, qu'il était embauché comme chercheur dans une université, cette personne peut tout de suite diriger des étudiants. Et donc c'est aussi une des choses qui, à mon avis, fait que le système anglo-saxon est beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire que les chercheurs peuvent directement commencer à avoir un impact sur les doctorants. Entendu aussi, on pourrait aussi suite au point de M. Redouane, ce qui serait intéressant aussi, c'est de donner aussi plus d'autonomie aux chercheurs peut-être. Ça aussi, là encore, je compare le système français au système anglo-saxon, qui sont les deux systèmes que je connais le mieux parce que c'est là où j'ai fait mes études. Euh, Plus d'autonomie au niveau de comment de gérer les fonds, mais aussi de quel projet entreprendre. Par exemple, le système anglo-saxon est un système très peu hiérarchique au niveau de la recherche. C'est-à-dire que chaque chercheur est en fait une institution en lui-même. Chaque laboratoire est à la tête un chercheur et ce chercheur est une institution. Et ce chercheur décide de où il va chercher les fonds et sur quoi il va travailler. Il n'y a pas de système hiérarchique de chercheurs au-dessus de lui. Et ça permet d'avoir, à mon avis, un plus gros dynamisme au niveau de la recherche, beaucoup plus de diversité au niveau de la recherche. Et aussi, ça permettrait aussi d'encourager les chercheurs à, à entreprendre des projets qui sont, on va dire en anglais, plus actionable, c'est-à-dire qui répondent aux questions, vraiment aux problématiques que l'on rencontre au pays. Et je pense que c'est un point important. Aussi, il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, qui est le Maroc est un pays qui a des énormes avantages en ce qui concerne sa situation géographique, qui est à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Le Maroc est sur le même fuseau horaire que beaucoup de pays européens, juste en face de l'Europe. Et aussi, le Maroc a un avantage extraordinaire qui est le, le polylinguisme de sa population. C'est-à-dire que nous, ici, tous présents ici, nous parlons au moins deux langues, sinon trois. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rare dans le monde. Et donc, les Marocains ont cet avantage-là. Et ça, c'est un avantage compétitif qui, à mon avis, est extrêmement intéressant parce que ça permettrait justement au Maroc de pouvoir valoriser les produits de sa recherche à l'étranger, probablement beaucoup plus facilement que pour d'autres pays qui sont unilingues, par exemple, où les gens ont du mal à parler plus qu'une seule langue. Une entreprise marocaine peut très bien avoir c'est très facile de trouver des gens qui parlent couramment espagnol, qui parlent couramment français, qui parlent couramment anglais au Maroc. Ce qui n'est pas quelque chose de facile, par exemple, en France. Tout à fait. Donc,
tous ces points-là, à mon avis, sont des secteurs sur lesquels on pourrait commencer une réflexion et qui, à mon avis, auraient potentiellement un impact très positif sur la recherche et le développement de Maroc. Alors voilà un tableau, un panorama général. Donc, il parle de. Non, moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai un peu impacté à ce que vous avez dit sur le côté hiérarchique de la recherche chez les anglo-saxons, chez les Français. Les anglo-saxons sont sociologiquement, enfin, sont protestants. Donc, il y a moins de hiérarchie. Ils ont un peu moins, ça n'engage que moi, et ils ont un peu moins de problèmes. Même quand on va au niveau de leur structuration politique, c'est un état d'esprit finalement qui est chez eux, qu'on peut retrouver en plus de la simplicité de la langue. Mais vous avez parlé de quelque chose que je ne connaissais pas, enfin, que je viens de remarquer sur le plurilinguisme marocain. On parle plusieurs langues. Il y a une certaine facilité. Moi, personnellement, je parle un peu anglais, donc j'ai deux langues. Mais il y a ceux qui parlent amazigh, qui est une langue, il y a ceux qui parlent espagnol, et puis il y a les polyglottes. Donc là, vous avez dressé un panorama très intéressant de ce qu'il y aurait moyen de faire sur la base de ce que vous voyez, de ce qui ne se passe pas ici. Alors, si Chabraoui, vous êtes dans l'une des meilleures universités. Une dernière chose, Monsieur Boustek, excusez-moi, j'ajouterai juste une allez-y. dernière chose. Effectivement, si on regarde la moyenne de l'OC2, la moyenne est à peu près à 2,3, 2,4 au niveau de ce qui est investi dans la recherche. Mais je pense que post-Covid, cette moyenne va monter. Oui. Et donc, il ne faudrait pas se fier à ce 2,3, 2,4. Je pense que les pays vont investir beaucoup plus en recherche. Et par exemple, on pourrait donner l'exemple de la Corée du Sud qui est déjà 4,5, je pense. Oui, c'est ça. 4,5 du PIB. 4,24. 4,5. Donc, on va considérer que la recherche, c'est un produit qu'on vend. C'est de l'argent. On investit de l'argent. Bon, on va faire ça. Je suis économiste de formation. On investit de l'argent. Et comme a dit un des intervenants, on ne peut pas. Je pense que ce n'est pas parce qu'il y a 5 écrits qui ont fait que 5 écrits vont avoir du succès. Mais c'est une question de rentabilité. Alors, oui, merci. Vous avez fini? Non. Oui, vous avez raison. La recherche, on vend du rayonnement. Voilà. On vend du rayonnement, on vend aussi du produit avec un contre-monnaie sonnante et trébuchante. Alors, on passe à on continue notre tour de table. Vous êtes donc l'un des plus hauts responsables de l'une des plus prestigieuses universités marocaines, qui est aussi connue au plan mondial, au plan africain, au plan mondial, avec des collaborations avec la NASA. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans cette université. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger, pour améliorer notre secteur R&D, notre domaine R&D, selon vous? Merci, c'est Aziz. Justement, si je prends un peu comme exemple l'université ou même mon expérience personnelle, évidemment, je vais revenir à un point, c'est que c'est vrai, il y a une dynamique, il y a une prise de conscience. On ne va pas inventer la roue. Je crois qu'on est d'accord sur la finalité un petit peu de la recherche-développement. Serdouane, il a parlé un petit peu de l'expérience de l'université Ben Guerir. C'est vrai, il y a recherche, développement et action. Il y a une vision, on suit un petit peu avec intérêt ce modèle-là, même s'il n'y a pas vraiment assez de recul pour en tirer des conclusions. Alors, Hamouche, il a souligné qu'il y a plusieurs actions qui ont été entreprises depuis. On est récent sur le domaine de la recherche. C'est vrai, il y a même des actions stratégiques qui ont été prises au Maroc. Et même le PIB, on n'est pas mauvais. Même au niveau PIB, par rapport à d'autres pays que j'ai cités tout à l'heure, on n'est pas mauvais. On est proche de 1. Même l'Afrique du Sud, il est à 0,82. Hein. Même la Turquie, c'est même pas 1. Ce qui fait même au niveau de PIB, on n'est pas mauvais. Si on rajoute ça, je ne sais pas, est-ce que les salaires sont comptabilisés ou non? Si on rajoute la forte contribution de l'OCP, justement à l'université polytechnique, Mohamed VI Polytechnique, je crois que notre PIB, il est acceptable, à mon avis. Donc, c'est question de gouvernance. Il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises. La création du comité interministériel permanent, Hamouche a parlé de l'interaction entre les ministères. Ça, c'est quelque chose de très positif. Je crois que c'était en 2001, si je me souviens. 2003, pardon. La création du Fonds national de financement de la recherche scientifique et du développement technologique, c'est quelque chose de stratégique.
l'organisation, la structuration du système national et d'innovation. Bon, il y a des actions, on en parlera parce que vous l'avez souligné, c'est la loi qui manque. La fixation des priorités nationales, Sardouane l'a dit, il faut fixer, etc. Ça a été fixé. On fixe des thématiques sociétales avec des objectifs structurels, etc. Mais la politique, il est là, il est affiché. Est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce qu'il est traduit? Est-ce que les résultats paramétrés à atteindre, est-ce qu'ils sont préétablis, etc. C'est là où il y a le problème. Et la première des choses, c'est la loi. Il n'y a pas de loi qui régule un peu tout ça. D'ailleurs, bizarrement, la loi 0100 de 2000 ne fait pas allusion à la recherche. Il fixe dans l'article 3 au départ que la recherche et l'innovation font partie, ou la recherche scientifique et technologique, je pense, font partie des missions de l'université, mais la loi organique ne parle pas de la recherche. Deuxième chose, réellement, mon expérience, l'expérience de l'université Qadi et de l'université du Maroc. Est-ce qu'il y a une politique affichée? Moi, je réponds non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un seul acteur dans le terrain et tout dépend de cet acteur. C'est le chercheur. Je suis d'accord avec Tariq, il a parlé de l'autonomie, mais nous, on a l'autonomie après avoir fixé un contour, des objectifs, etc. Nous, il n'y a que le chercheur et tout dépend du chercheur. Le chercheur, il est l'artisan et il est le meneur, et ça, on le comprend parce que c'est sa mission, la réalisation de la recherche. Mais il y a également l'initiateur, il est le seul. Et en plus, il est le maître, c'est lui qui contrôle tout. Et sans aucune reconnaissance à la fin. Et rien ne l'oblige. Si je parle bien sûr de la production scientifique au Maroc, c'est surtout les universitaires. Je crois que c'est la même chose pour les autres instituts. INRA, Institut national d'hygiène, etc. Je pense que c'est pareil. Rien ne l'oblige à faire la recherche. En plus, ça ne change pas pour son évolution de carrière. Parce qu'à la fin, il a 50% d'indemnité dans son salaire. Et même un grade qui est symbolique dans la recherche, qui est professeur habilité, il peut être atteint tout simplement par des activités pédagogiques. Et même le grade le plus élevé, qui est le professeur de l'enseignement supérieur, peut être atteint par une simple grille avec le minimum de recherche. Donc on ne peut pas, on ne peut pas. Il y a une étude, je pense que Hamouch, il a fait allusion à une étude que j'ai dans la tête, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sur la production de 5 ans, 2014-2018. 14, 15, 16, 17, 18, 5 ans. Sur les enseignants-chercheurs les plus gradés à l'université, c'est-à-dire professeurs de l'enseignement supérieur, grade C, 5e échelon. Alors, figurez-vous, 50%, 53% exactement de ces professeurs d'enseignement supérieur les plus gradés n'ont produit aucune publication pendant 5 ans. Donc ça, c'est un exemple flagrant. D'ailleurs, ça a été, même ce système d'avancement, ce système de promotion, ça a été critiqué par l'instance nationale d'évaluation auprès du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche. Ils ont dit que la grille d'avancement n'accorde pas d'importance à la recherche scientifique, qui est fondamentale pour le développement d'un pays. L'Académie Hassan II également, dans son rapport de 2009, l'a souligné clairement. Hein, il a dit même des aberrations, je cite, aberrations qui n'encouragent pas les enseignants-chercheurs à développer la recherche. Donc, voilà un petit peu le problème. Si la recherche n'est pas initiée par le chercheur ou l'enseignant-chercheur, on n'aura pas de recherche. On n'aura pas les livrables à la fin. C'est vrai, il y a des actions un peu partout, etc. Donc, je crois, moi, c'est que la recherche actuellement, on peut l'illustrer comme suit. C'est une initiative personnelle ascendante. Après, on fait des rapports, tout le monde fait des rapports, hein, à tous les niveaux. Ce n'est pas une politique descendante. Et je crois que c'est ce qui manque. Et si vous me demandez un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, je peux énumérer de nombreuses actions, par-ci et par-là, hein, et que tous les acteurs de la recherche-développement, pour moi, je considère toujours la recherche, il est lié au développement. Et le développement est lié à la recherche. Et que les acteurs éprouvent l'utilité, la nécessité, mais c'est plus profond que des actions.
Moi, je crois qu'il faut inverser l'équation. Je reste toujours dans l'autonomie, le chercheur reste toujours autonome, mais il faut que ce soit plutôt une politique descendante au lieu d'une initiative ascendante. Et pour moi, mon expérience, l'expérience de Qadaïa, de Maghreb, je pense qu'il faut une assise juridique. À ce niveau-là, si Hamouchi l'a signalé tout à fait au départ, et connaît le système, c'est la loi. Et je pense qu'il y a 3 niveaux. Je vais résumer. Au niveau supérieur, gouvernement, ministère, etc., il faut rendre la recherche un devoir d'État. La première des choses. Le comment, ça peut être traduit au niveau de la vision, des priorités, du système d'évaluation, du financement, des structures de gouvernance, l'implication du privé qu'il faut institutionnaliser, les jonctions, recherche, développement, innovation, contractualisation de la mission, etc. Mais c'est toujours un assise juridique. Le deuxième niveau, c'est l'institution. C'est l'université, c'est l'institut, etc. Et pour moi, d'après mon expérience, il faut rendre la recherche une priorité pour l'institution. Ce n'est pas le cas. Si je prends toujours l'université, alors la priorité, culturellement, intuitivement et concrètement, c'est la pédagogie. Ce n'est pas la recherche. En locaux, en volume horaire, en moyens, il faut passer à autre chose. Troisième niveau, c'est au niveau de l'enseignant-chercheur. Je crois qu'il faut rendre cette mission de recherche indispensable, pas facultative. Donc, voilà les 3 niveaux un petit peu. Rendre la recherche-développement un devoir pour l'État, une priorité pour l'institution et une mission indispensable pour l'enseignant-chercheur. Je crois que si je cite des actions stratégiques, bon, tout le monde peut le dire, hein, le financement, bien sûr, avec une stratégie affichée, pas des appels d'offres de circonstances ou des dotations exceptionnelles ou des soutiens particuliers, etc., qui viennent. Le mode de gestion financière, il est vraiment archaïque. Ça, tout le monde le connaît. Il y a une décision conjointe qui a facilité des choses, mais il faut passer au contrôle a posteriori. Institutionnaliser, c'est ce qu'il a signalé Serdouane, je suis d'accord. Pour moi, il faut l'institutionnaliser. La fédération de masse critique autour de thématiques prioritaires sociétale avec un pilotage hiérarchisé. On institutionnalise le regroupement et bien sûr, toutes les thématiques actuellement ne peuvent pas être traitées à l'écart des sciences sociales. Donc, il faut des thématiques sociétales. Décréter l'évaluation de la mission des chercheurs, de l'institution et de l'évaluation des processus aussi. Et les ressources humaines, ça, on peut s'étaler. Le statut de l'enseignant-chercheur, le statut des chercheurs, des post-doctorants, de l'étudiant entrepreneur, des techniciens et des ingénieurs, parce que la recherche, ça se fait ça, et institutionnaliser, bien sûr, comme j'ai dit, le privé. Il y a des expériences qui ont réussi à ce propos-là. Voilà, merci, c'est Aziz, et on peut... Oui, c'est Chakraoui. Alors, c'est Hassan Abdouhad. Des 3 conditions qui ont été avancées par c'est Chakraoui, je pense qu'il ne manque à l'UM6P que la loi. Et donc, je pense que vous faites le job. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit par les 2 précédents intervenants sur ce deuxième point? Et si oui, est-ce que vous êtes dans la recherche, développement, dans la recherche, dans la formation des chercheurs, telle que ça devrait être de manière idéale? Oui. Premièrement, si vous, je vous remercie pour le choix de Si Hamouch ou Si Moudfar. Vraiment, je ne suis pas en train de jeter les fleurs. Ce sont les 2 éléments, et vous voyez avec transparence, et c'est rare de... Le plaisir est pour moi, effectivement. Le Maroc doit au 2020 d'avoir des gens qui exposent pour avoir des vraies solutions. D'ailleurs, je suis aussi même au ministère de l'Enseignement. C'est Redouane, il y a une mauvaise réception, une mauvaise connexion, je crois, c'est Hassan. D'abord, Simouni, bien. Oui. D'abord, ça va. Jusqu'à présent, ça va. Oui, d'accord. Donc, je remercie les 2. C'est Tariq, bien sûr, to get to inspire me again and give me fresh air from the US. C'est Tariq. Donc, moi, je vais aller vers la liste des solutions pour qu'on ne soit pas pessimiste. D'accord? Parce que lorsqu'on voit les chiffres, it's dark, c'est noir. Mais je pense c'est bien de dire rien ne marche pour dire qu'est-ce qu'on va faire d'une manière très intelligente pour qu'on bouge de cette situation de stagnation. D'ailleurs, les collègues, ils ont
ont mentionné pas mal de solutions. Et je nie pas que le ministère de l'enseignement supérieur, bien sûr, et de la recherche scientifique, le conseil de la recherche, alhamdoulilah, le Maroc, en matière d'établissement, d'institutions, on est bien doté de ces établissements, mais seulement le mindset et comment. Moi, je vais les citer comme le suivant. Si vous citez, la première des choses, on doit croire la trilogie de l'innovation first et la recherche vient après. Parce que s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas le driver to research. Donc, pourquoi on fait de la recherche? Pour innover et pour aller en avant lorsqu'on a trouvé une solution. Et après, lorsqu'on trouve une solution, on innove pour trouver une nouvelle solution et faire les mises à jour des solutions qui font le savoir-faire ancestral en matière d'expertise pour impacter un territoire et créer le bien-être de l'être humain. Donc, la recherche, c'est pas ناس يحلموا في الجامعه وهذا المايند سيت خصنا ماشي نبدلوه غير لي بوليتيسيان tous les citoyens marocains. Le professeur chercheur, on doit rétablir l'image du chercheur. D'accord? Donc, autour de cette innovation, recherche et développement, il y a le positionnement géopolitique du Maroc. C'est un choix stratégique. Aussi, on rate l'occasion, on raté l'occasion au 19e siècle. Les pays asiatiques, dans le progrès et le savoir, on a pris l'or. Donc, maintenant, on a une opportunité. 2020, l'Europe doit se positionner en matière de la recherche à l'échelle d'un continent qui est l'Afrique. Pour se positionner. L'UM60, par exemple, il a pris la main pour aller vers ce continent, quoique parfois c'est un projet. Mais n'importe quoi commence par un projet. Donc il faut se positionner par rapport à un continent en matière de l'innovation et de la recherche et profiter du positionnement géographique du Maroc. Pas loin de l'Europe, pas loin du Moyen-Orient, au centre de l'Afrique. Donc, on doit revoir les thématiques stratégiques de recherche qui ne sont pas liées à des problèmes de bricolage. Non. Le Japon a brillé, ils nous envoient des Toyota. Maintenant, ils sont partout dans le monde. D'accord? Donc là, le mindset doit changer. Et là, les thématiques stratégiques, je suis d'accord avec Hamouche, il y a des thématiques stratégiques, mais on ne doit pas être timide. On prend toujours dans les thématiques qui sont liées par rapport à des disciplines enseignées. Je m'excuse, le collègue de Marrakech, Smith. Oui, donc la question le choix des thématiques stratégiques, mais liées l'enseignement et la pédagogie. D'abord, je suis واحد في الامريكا ولا في الامارات فين كنتي تسمى تيتشين لود واحد قتلتيه بلا ماس اورير دونسينيمون تقول له تعمل لا ريشيرش ما يمكنش. مثلا الاسيستنت بروفيسور خصو يكون عنده على الاقل 3 كريديتس بير سيمستر، فول بروفيسور ما خصوش يزيد على 3 كريديتس. ماشي تطلب منه يقري 20 heures وتقول له mais tu n'es pas en train de publier. Donc tout un restructuration d'équilibre entre l'enseignement, la recherche et quelles thématiques stratégiques par rapport au territoire des différentes universités. La régionalisation avancée. Qui va faire cette régionalisation avancée? On est en train de lancer des politiques qui détaillent. C'est pour cela qu'on a un problème de représentation des territoires. Dans ce sens, je pense que les thématiques stratégiques sont liées aux citoyens marocains. Covid-19, il nous a démontré. Donc, il y a le RH. C'est quoi le RH? Tout simplement, comme l'ont souligné les collègues, il faut mettre le chercheur dans sa vraie position stratégique. Même qu'un chercheur, on doit le payer comme enseignant. ومن بعد نقولوا له ما تديرش الكونسالتين وما تديرش الاكسبيرتيز وما تمشيش تحضر في لي كونفيرونس على الانترناسيونال. واسمح لي كيفاش اون فا فير هذا الميزا جور المايند سيت ديال هذا الشيرشور. هو عنده ان دويان. انا كنت في الامارات جيتي كونتاكتي بار كيلكان تيقول له لو دويان لا جو في بارتير موا انا cette conférence الامارات كواكو سي با سون سوجي دو ريشيرش.
Donc, il y a une bureaucratie. Donc, il doit repositionner le chercheur par rapport au projet de recherche. J'ai un projet de recherche, avec un financement, avec un certain pourcentage, d'accord, pour toi-même et rendre flexible la mobilité des chercheurs. Un chercheur, un chercheur, il contribue à l'enseignement pédagogique. D'où l'importance aussi de lier la recherche à la formation. Donc, on a perdu la recherche et on a perdu la formation. Là, il y a un conflit. On essaie de faire l'équilibre entre les résultats de la recherche et le coût de la formation. 2 minutes, c'est Hassan, 2 minutes. Deux points. Au niveau du financement, le financement, أنا متفق مع السي حموش واخا درنا لو كونسيديراسيون le secteur de l'éducation, de la recherche, le gouvernement a un pourcentage. Non, c'est un chantier pour tous les entreprises et il faut restaurer the trust, confiance. Et bien sûr, renforcer les laboratoires dans des universités. L'avant-dernier point, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, ce n'est pas de la bureaucratie, c'est la performance. Quelle gouvernance flexible pour avoir une performance en matière de recherche scientifique qui a un impact au niveau de la recherche fondamentale. Et dans ce sens, il faut créer une sorte de distinction entre la recherche fondamentale, la recherche-action. Advanced engineering, c'est l'ingénierie avancée et le transfert des technologies. La recherche fondamentale, elle est essentielle, mais il faut aller aussi dans le transfert de technologies pour faire le retour vers l'ingénierie avancée et la recherche-action ou la recherche-projet. Le dernier point, je pense, c'est les partenariats. Maintenant, on va être d'accord, les grandes universités américaines, elles travaillent avec l'écosystème international. On ne peut pas être figé dans une université, dans un territoire, sans qu'il y ait des partenaires stratégiques et ce que le mirroring, un chercheur, par exemple, on a un partenariat avec MIT, on travaille avec Stanford, OPFL. Pourquoi? C'est pas dans le sens d'avoir des universités prestigieuses. Non, c'est pas seulement question d'image et de label, mais comment, avec de l'intelligence marocaine, aller dans de grands établissements, créer des partenariats peer-to-peer. Donc, un professeur génie au Maroc qui va entrer en team, ou dans ce sens, les team building. Pourquoi? Parce que créer vos propres athlètes. On ne peut pas créer un chercheur, lui ou figé dans un endroit, mais on touche les moyens, on lui demande d'enseigner 20 heures, on peut lui aller, tu as joué avec les grands à l'international. Donc, il y a des incentives, des encouragements. Ici, décroche un projet stratégique avec une université prestigieuse, ça peut le voilà. Vous êtes le meilleur, you are the one, you're expert, on va vous donner tel incentives, des encouragements. Et dans ce sens, le cadrage juridique, on a la loi 0100. Je suis d'accord avec Sih Hamouchi. D'ailleurs, j'ai appris par cœur. Merci, Sih Hassan. Donc, on va avoir le cadrage juridique, pas le juridique de punition, mais le juridique des incentives, de l'innovation. Le juridique, c'est un cadrage juridique ou la loi qui va encourager, c'est pas la loi de punir. Et je suis certain, si on change le mindset, le Maroc, il est bien outillé aujourd'hui pour aller avant et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Hassan. Alors, dernière intervention avant la conclusion. On a un peu débordé, mais je pense que c'est intéressant. Je ne pense pas, j'en suis certain. C'est Hassan a parlé d'un certain nombre de choses, de financement, d'emplacement géographique, d'articulation, enseignement, formation, etc. Mais il y a une chose que je retiens, c'est le mot confiance. Tout revient sur l'enseignant, comment lui, il doit être. Il a cité l'exemple du sportif. Vous prenez deux sportifs de même niveau. Quand il y en a un qui a plus de confiance que l'autre, celui qui a plus de confiance, il va réussir. Alors, vous avez maintenant donc 8 à 10 minutes pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Vous êtes véritablement dans la position qu'il faut pour ça. Tout à fait. Merci, Sazi, et puis merci pour les collègues.
il y a effectivement, il y a un mot qui est revenu sans arrêt, changer la mentalité. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. C'est-à-dire, il faut dire aux chercheurs, en Tunisie, c'est-à-dire le passage d'un grade à un autre ne peut pas se faire sans la recherche. Et nous, peut-être, c'est là où il y a un grand problème. C'est-à-dire que nos chercheurs, c'est-à-dire, en étant chercheur, on peut passer d'un grade à un autre sans faire de la recherche. Et d'ailleurs, la recherche, les chercheurs qui font de la recherche, ils ne font pas de la recherche généralement pour passer d'un grade à un autre. Ils le font, c'est un virus. Ils le font parce que, de toute façon, ce virus, ils l'ont amené avec eux de l'étranger généralement, parce qu'on a beaucoup de chercheurs qui viennent de l'étranger, qui ont fait leurs études à l'étranger, et donc ils font de la recherche parce qu'ils ont été éduqués comme ça, ou ils ont fait des études comme ça, et donc c'est pour ça qu'ils font de la recherche. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et moi je vais citer un certain nombre de points, c'est-à-dire sur quoi, et donc pour changer cette mentalité, il faut d'abord commencer par, il faut mettre en place des lois, c'est-à-dire qui fixent les règles. Et obligatoirement, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, la première des choses à mettre en place, c'est la loi pour la recherche. Et il faut aussi renforcer la coordination, c'est-à-dire il faut pas que la recherche soit tellement disparate aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut à la limite. Il faut qu'on se mette d'accord sur une stratégie, tout le monde d'accord là-dessus, vers où veut aller le Maroc de demain, c'est-à-dire concernant la stratégie. Il faut aussi mettre en place ce statut de doctorant. On va commencer par le statut de doctorant, le statut de chercheur. Et la loi 0100 a été faite il y a 20 ans. Il est peut-être temps de changer. Il est peut-être temps de mettre le train sur les bonnes rails. C'est fini 20 ans. Le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le Maroc de 2000. Il faut absolument changer. Il faut aussi mettre en place une structuration. Vous avez, comme ce que vous avez dit, de toute façon, vous avez une personne compétente, une personne, ou une équipe, peu importe. Vous pouvez être une équipe de bons chercheurs, et puis de l'autre côté, vous avez la même équipe, mais qui est bien structurée. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Il faut absolument se structurer et apporter à ces structures le financement nécessaire. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire des laboratoires qui parfois on a du matériel qu'il y a depuis longtemps, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de moyens. Donc on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. La preuve, c'est que maintenant, quand on a cherché des laboratoires peut-être qui sont bien avancés dans le domaine du Covid, c'est-à-dire que c'est bien dommage que les universités n'ont pas, par exemple, des laboratoires qui peuvent répondre, pourquoi pas, parce que dans les appels à projets, il y a eu beaucoup de sommes d'argent où il y a eu des projets qui tournaient autour, mais on n'a pas trouvé de laboratoire dans ce sens. Alors, il faut aussi revoir les modalités d'accréditation, parce que ce qu'on a aujourd'hui, les structures de recherche, ils sont accréditées par l'université. C'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est tout simplement un ensemble de personnes qui se sont mis ensemble pour continuer, pour travailler. Et puis, s'ils travaillent, parce que généralement, il n'y a aucun lien entre l'équipe. Impliquer davantage la diaspora marocaine, extrêmement important. Extrêmement important. On voit bien, je ne vais pas citer les exemples, il n'y en a pas d'exemples des pays qui ont carrément, c'est-à-dire ils ont fait un suivi de leur diaspora étrangère. Ils les ramènent pour développer leur recherche. Mais il ne faut pas les ramener comme ça, il faut les ramener, mais il faut aussi, c'est-à-dire les motiver. On ne peut pas amener un professeur, un expert marocain à l'étranger, vous le faites venir ici, vous lui donnez le même salaire qu'un prof qui a fait peut-être ceci ou cela. Il faut vraiment qu'il y ait une différence. Il faut vraiment faire des efforts. Et ça, il faut aussi encourager la mobilité des enseignants-chercheurs. C'est lamentable. Quand vous avez un professeur, peut-être qui n'est jamais sorti de chez nous, c'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que le fait qu'un professeur aille dans un laboratoire, regardez comment ça fonctionne, c'est déjà extrêmement important. Il ramène avec lui quelque chose. Il voit comment ça marche, comment ça fonctionne ailleurs, les concurrents. Et aussi, il faut intensifier la coopération internationale. La coopération internationale, on voit bien les profs, quand vous avez des profs qui se mettent des projets à l'international, c'est extrêmement important. C'est là, c'est la recherche, c'est la qualité des professeurs.
Alors, il y a aussi, comme vous avez dit, le financement. C'est vrai que le financement, parce que dans le calcul, on intègre normalement les salaires des professeurs. Ça dépend. Hein. Donc, nous, les statistiques qu'on donne, on intègre le salaire des professeurs. Mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment faire de la recherche, il faut aussi avoir un grand nombre de chercheurs. 18 000, on est parmi les derniers. Donc, il faut absolument embaucher davantage de chercheurs et de bons chercheurs, de très bons chercheurs. C'est-à-dire, il faut le mode de recrutement, il ne doit pas être le même que celui d'aujourd'hui, absolument. Et il faut, c'est-à-dire, il faut aussi recruter des étrangers comme ce qu'ils font les autres pays. C'est-à-dire, ils mettent en place un système pour accueillir, pour aller chercher les meilleurs chercheurs au monde. Le Maroc ne peut pas rester isolé. La recherche, elle est internationale et il faut se battre sur un terrain international. Et il faut simplifier, effectivement. Vous l'avez bien dit. De toute façon, maintenant, on a des chercheurs qui amènent de l'argent, on peut dire même de l'étranger, et qu'ils ont du mal à dépenser. Ils ont vraiment du mal à dépenser. Et à chaque fois, les Moi, on ne vous entend plus. dans les appels à projets, c'est-à-dire les contrats. Il faut aussi. On vous a perdu à 30 secondes, 15 secondes. L'OCP fait exception. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a dit que. Donc, on a ce problème, c'est-à-dire, nous, on a notre industrie, il participe avec à hauteur à peu près de 30%. D'après les dernières statistiques, on a lancé une étude, on va voir des résultats incessamment pour sortir combien les entreprises marocaines investissent dans le domaine de la recherche. Mais les grandes entreprises, et là je tire chapeau au passage à l'OCP, donc c'est quand même une entreprise vraiment citoyenne et que je remercie énormément. Et puis même l'université Sorbonne avec nous, donc merci infiniment. Donc simplifier les procédures de gestion, ça c'est une obligation. Inciter les entreprises à participer et puis aussi promouvoir l'innovation et la valorisation parce qu'on a mis en place des sites d'innovation dans 5 universités et actuellement ils sont handicapés parce que de toute façon ils n'ont pas de statut. Comment fonctionner? À cause de quoi? À cause tout simplement cette histoire de contrôle, de contrôle et il faut absolument faire sauter ces verrous et j'espère que dans cette dynamique, on va avancer. La Tunisie, par exemple, ils ont fait l'expérience sur un établissement et ça a marché. C'est-à-dire le contrôle a posteriori. C'est extrêmement important. Et moi, mon souhait, c'est au moins de faire pareil. On peut tirer au hasard un établissement, lui appliquer la même chose jusqu'à ce que les finances soient d'accord et puis on peut généraliser effectivement par la suite. Encourager le partenariat public-privé, ça c'est extrêmement important. La recherche, si la recherche ne répond pas au privé, aux entreprises, au secteur socio-économique, elle ne marchera jamais. Jamais. C'est-à-dire, il faut absolument, c'est vrai, c'est deux choses qui sont liées. Il y a, c'est vrai, la recherche fondamentale, mais il y a aussi la recherche appliquée. Le citoyen marocain, quand il dépose un sou, a envie de voir les retombées de ces investissements dans la recherche scientifique. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Il y a aussi une histoire. Pardon? 2 minutes, c'est Hamouche, désolé. D'accord. Et il y a aussi cette histoire on ne peut pas faire de la recherche sans évaluer. Et il faut absolument mettre en place, c'est-à-dire faire entrer dans le mœurs, c'est-à-dire l'évaluation, comme à l'international. Nous, on ne fait pas d'évaluation. Et donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle et c'est-à-dire, il n'y a pas de reconnaissance à travers, quand il n'y a pas d'évaluation, c'est-à-dire, il n'y a pas de reconnaissance. Celui qui fait de la recherche, c'est exactement pareil comme celui qui ne fait pas de la recherche. Et c'est pour ça que je reviens et je dis que de toute façon, avec la loi cadre, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont justement éviter cet ensemble qui va corriger cet ensemble de défauts et qui va, j'espère, encourager les chercheurs et motiver les chercheurs pour aller de l'avant. Tout ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Et donc, j'ai noté beaucoup de choses. De toute façon,
pour vous dire un petit peu l'état des lieux, nous sommes en train de travailler sur la loi de recherche, et donc il va sortir. De toute façon, on est engagé. La loi cadre, il a bien noté, il nous a donné un certain nombre de temps. Donc, on doit sortir la loi cadre, c'est-à-dire d'ici quelques mois. La loi cadre la loi de l'arche doit être prête. Nous, on a déjà une première version. Alors, pour ce qui est de la coordination, si la loi cadre est venue avec une autre façon de voir les choses, elle est venue avec le Conseil national supérieur de la recherche scientifique. Le texte est prêt et donc on va l'envoyer incessamment au secrétaire général du gouvernement. Donc il y a la structuration, on est en train de travailler, on a déjà le premier G. Et donc tout ça, on va le mettre on va le mettre en marche, Inch'Allah, incessamment. Moi, j'aimerais bien, par exemple, un certain nombre de points d'ici avant la fin de juillet. On a déjà un certain nombre de choses. Le CNRS va être créé d'ici avant la fin de juillet. La structuration, d'ici fin juillet, on va voir déjà quelque chose pour que les universités puissent revenir avec cette structuration. Et donc, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont engagées pour justement changer cette mentalité de chercheur et de dire qu'il faut absolument travailler comme les autres chercheurs ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Là, je n'ai pas dépassé. Je vous en prie. C'est moi qui suis vraiment désolé de vous bloquer parce que bon, je me rends compte que le temps est passé. Je tente de vous écouter. Je suis en fait pas chercheur, je suis auditeur. Je vous regarde et je vous vois que le temps passe. Alors, on a parlé d'un tas de choses. J'avais prévu de parler un peu plus des choses, mais j'ai dû couper, que ce soit pour la première partie ou pour la deuxième partie, mais c'est pas grave. Je suis désolé, mais là, de toutes les manières, comme je vous ai dit juste avant de donner la parole à chacun de vous pendant 1 ou 2 minutes pour un récapitulatif général, quand je ferai le travail de retranscription de tout ce qui a été dit, je vous l'enverrai bien entendu. Et si vous avez oublié de dire des choses, n'hésitez pas, allez-y. Allez-y, mettez ça en note, mettez ça comme vous voulez, je reprendrai. Ça, c'est mon job, ça, je sais faire. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Je sais que vous avez été brillant dans ce que vous avez voulu dire. Donc, on y va. Alors, on a parlé de confiance, on a parlé de privé, on a parlé de géographie, on a parlé de moyens, on a parlé d'enseignement, on a parlé. Il y a énormément de choses à faire. C'est je viens de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui sont en chantier. Je pense que donc, on a compris la chose. Je vous laisse la parole pour un dernier tour très rapide, de 1 minute à 2 minutes chacun. C'est avec à vous l'honneur. Merci, Si Aziz. Donc, pour conclure, je dirais que déjà la recherche, comme l'a si bien dit Monsieur Hamouche, c'est un jeu international. C'est-à-dire que ce dont on est en train de parler en ce moment, c'est pas juste quelque chose qui est maroco-marocain, mais c'est véritablement un positionnement international du Maroc. Comment le Maroc peut se placer internationalement comme un pays où la recherche est possible. Et donc c'est quelque chose de très important et de garder à l'esprit. D'ailleurs, quand on regarde si on regarde les publications dans les journaux, aujourd'hui c'est impossible de trouver une publication avec tout le monde qui vient du même pays. La recherche est véritablement quelque chose d'international et je pense que le Maroc a beaucoup de potentiel dans ce jeu et donc on a parlé des côtés négatifs mais j'aimerais aussi parler d'un côté positif, c'est que le Maroc que j'ai quitté en 2004 n'existe plus aujourd'hui. Le Maroc a fait beaucoup de progrès entre 2004 et maintenant et ça se voit très bien parce qu'on le voit aux publications. Le Maroc, les publications qui sortent du Maroc, maintenant, le Maroc est un pays qui publie beaucoup plus qu'en 2004 et qui publie dans des journaux à beaucoup plus haut facteur d'impact que ce qui existait en 2004. Donc, on a quand même fait beaucoup de progrès dans les 15 à 20 dernières années. Donc, j'aimerais justement souligner ce point positif-là. Aussi, un point que je trouve très intéressant et qui moi, m'est très cher, c'est comment faire pour justement attirer la diaspora marocaine. Et aujourd'hui, on a beaucoup de Marocains extrêmement qualifiés. J'en connais plusieurs qui sont en ce moment à l'étranger et qui voudraient rentrer au Maroc et faire de la recherche et travailler au Maroc. Et à ce moment-là, en fait, comment les attirer? À mon avis, les points sont les mêmes pour tout le monde. C'est le salaire, parce que les salaires se négocient, les salaires de chercheurs se négocient.
Et si le Maroc n'est pas capable d'offrir un salaire qui est équivalent ou similaire à ce que les autres sont capables d'offrir, la situation devient plus difficile pour le Maroc. La liberté au niveau de la recherche aussi est un point important et surtout la qualité des étudiants parce que, comme l'a aussi dit M. Hamouche, ce sont les doctorants qui font la plupart du travail de recherche et par conséquent, quelqu'un qui veut rentrer au Maroc ou arriver au Maroc, parce qu'on, c'est, je ne pense pas juste aux Marocains, je pense aussi à l'étranger parce que effectivement, la recherche est un jeu qui se joue internationalement et c'est très important pour le Maroc de pouvoir aussi attirer des chercheurs étrangers. Et la qualité des étudiants est un point extrêmement important parce que sans bons étudiants, le Maroc ne pourra pas se démarquer ne pourra pas être attirant pour un chercheur étranger, par exemple, qui chercherait une position de chercheur dans une université au Maroc. Donc, c'est très important d'avoir une excellente formation et c'est très important de faire valoir cette formation et de montrer aux gens que que les Marocains sont bien formés. C'est extrêmement essentiel. Il y a aussi un point qui est important, c'est le Startup Fund. Quand un chercheur commence en tout cas en Amérique du Nord, quand un chercheur commence son travail sa position à l'université dans laquelle il est censé faire de la recherche, et la recherche, comme on ont si bien dit les autres intervenants, est mesurée. Le nombre de publications est mesuré, l'output du chercheur est mesuré, ce qui n'est pas forcément le cas au Maroc. Mais le chercheur arrive et pendant les négociations, il y a la négociation de ce qu'on appelle le Startup Fund. C'est-à-dire que le chercheur va négocier avec l'université ou l'organisme dans lequel il va faire sa recherche une certaine quantité d'argent qui va lui permettre de commencer son laboratoire. Et le Startup Fund est un point essentiel pour justement attirer les chercheurs parce que un bon Startup Fund permet aux chercheurs de commencer son laboratoire dans un plus grand confort, c'est-à-dire il va pouvoir travailler véritablement sur sa recherche pendant les 2 à 5 prochaines années sans avoir à passer beaucoup de temps à demander des fonds, par exemple. Sachant qu'il a aussi une charge administrative qui vient avec le travail en général et une charge d'enseignement qui vient avec le travail. Donc, le Startup Fund c'est ce qui permet justement aux chercheurs de respirer et de pouvoir commencer son laboratoire. Merci, c'est détaillé. Ouais. Fini ou la mazal? Ah, Je sais. Vous n'allez pas finir là, Yassine. Pendant des années. Je viens d'apprendre un truc, vous devez le connaître certainement, comment on appelle, vous parlez depuis tout à l'heure, vous parlez de la diaspora à revenir. Les Chinois ont une très belle formule pour ça, très poétique, les tortues de mer. Ils appellent ça les tortues de mer qui rentrent et qui reviennent. Ils ont dit ça en 2008 pour les Jeux de Pékin. Ils ont réappelé leurs tortues. Mais il faut dire que le laboratoire qu'ils avaient, que les tortues de mer qui venaient de Dortmund, d'Allemagne, de Canada, de partout, trouvaient de bons laboratoires. C'est oui, une conclusion. Vous ne dépassez pas les 2 minutes. C'est Aziz. Ah, c'est... Je trouve que les 2 minutes, le temps en général passe trop vite, je trouve. Oui. Il faudrait faire une recherche là-dessus, d'ailleurs, pour limiter le temps, si vous pouvez faire ça. Allez-y, je travaille. Donc, pour ma part, je suis également vraiment très honoré de partager mes réflexions avec des sommités séparés. Le plaisir est pour moi. El Hamouchi, qui connaît bien le terrain, vraiment, c'est une tête pensante au niveau de la recherche, on le connaît bien. Rapidement, je crois qu'il y a un vide juridique sur beaucoup de niveaux. Et il faut que, lorsqu'on parle de vide juridique, je donne des exemples, parce que la bourse, on ne veut pas attribuer une bourse, par exemple. On parle d'attractivité, par exemple, de quelqu'un qui vient de la France, supposons qu'il ait un niveau de professeur. Lorsqu'il entre au Maroc, on va lui dire, tu vas commencer par professeur assistant. C'est un vide juridique. Gouvernance des cités d'innovation dont on fait allusion. On est encore la discussion, le portage juridique, etc. Est-ce que c'est une fondation? Est-ce que c'est un groupement public? Est-ce que c'est... etc., etc. Il faut des lois. On ne peut pas, moi je suis convaincu d'une chose, il ne faut pas réformer. Mais non plus, il ne faut pas importer un modèle. Il faut adapter un système
pour l'améliorer à la performance et à l'amélioration continue. Parce qu'il y a la mentalité, il y a la culture, il y a les moyens, il faut capitaliser sur les acquis, etc. Lorsqu'on parle d'assises juridiques, moi, je pense qu'on connaît un petit peu le système, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire capitaliser sur les acquis. Il l'a fixé de 20 ans. Franchement, c'est ça. C'est ce qu'on a, 20 ans. On n'a pas beaucoup parlé de l'attractivité. Pour moi, c'est un très bon indicateur parce que la situation actuellement, on ne peut pas relever les défis de demain par la recherche et le développement lorsqu'on a une situation inverse. Les meilleurs bacheliers partent à l'étranger. Les bons chercheurs marocains formés à l'étranger restent là-bas. Les titulaires d'un doctorat en co-tutelle que nous formons en co-direction sont plutôt attirés par l'autre pays. Les post-doctorants qui font un détour à quelque part ne reviennent pas. Bon, l'université Mohamed VI Polytechnique, c'est une exception parce qu'il a une gestion privée, parce que pour le moment, en tout cas, elle repose confortablement et quasi exclusivement sur une grande entreprise citoyenne. Bien sûr, pour nous, c'est un modèle. Elle a attiré les stars marocaines. Et même, elle a drainé diaspora. Mais elle a l'assise juridique pour. Espérons qu'on évolue un petit peu vers ce modèle-là. Alors, en tout cas, rapidement, le Maroc de demain ne peut pas faire à l'écart de la recherche, ça c'est tout le monde le dit. Et la construction d'une image vraiment attractive doit reposer sur l'instauration d'une assise juridique incitatrice et motivante, sur la création d'un environnement de recherche propice. On a beaucoup de choses, on a beaucoup d'acquis. L'instauration d'un système d'évaluation approprié et le renforcement des mécanismes de bonne gouvernance de la composante, le triplé pour moi, recherche, développement, innovation. Bien sûr, la crise Covid, pour revenir à la crise Covid, s'est avéré un excellent et un puissant révélateur, et j'espère que ce soit un catalyseur, et qui a évoqué, rappelé que la recherche scientifique se positionne en première ligne et au cœur des priorités d'une nation. L'arsenal de recherche scientifique et d'innovation doit prendre en charge toutes les problématiques sociétales d'un pays et au-delà. Mais quand même, cette pandémie a révélé des priorités inéluctables d'une nation, traduisant ainsi la nécessité d'une souveraineté, pour moi que je qualifie d'une part la souveraineté sanitaire, alimentaire, énergétique et en relation avec l'eau hydrique. Voilà un petit peu, si on parle de thé. Voilà, je remercie. Merci beaucoup, M. Choukhaoui. Merci beaucoup. C'est Hassan Ardon à vous. D'accord, merci, cher collègue. C'est un plaisir d'échanger avec vous, surtout les connaisseurs de ce domaine et comment peut-on aller en avant dans notre pays, cher pays. Donc, j'ai 4 ou 5 points. Le premier, on ne peut pas se positionner en matière de recherche si on pense que localement. Donc, local, global. La recherche, il touche, comme par exemple dans le cadre de COVID-19, un vaccin pour l'humanité. Tous les laboratoires de recherche travaillent pour le même objectif. Donc, quel objectif uni par rapport au positionnement du Maroc pour aller en avant si on veut valoriser ce secteur recherche pour qu'il ne soit pas lié à l'enseignement, mais à l'enseignement plutôt de lycée, il n'est pas l'enseignement universitaire, parce que l'enseignement universitaire, partout dans le monde, il y a un rituel. Le chercheur, c'est un chercheur. Et que si vous le savez, dans des pays développés, le chercheur, s'il ne veut pas enseigner, il ne va pas enseigner. Il peut même acheter ses heures d'enseignement et chercher quelqu'un d'autre d'enseigner pour lui qui fait la recherche, parce qu'il a tant d'argent de recherche. Donc, ce n'est pas dans le sens lucratif, bien sûr. Donc, local global, positionnement du Maroc par rapport au secteur de la recherche. Très important. On ne peut pas dire qu'on va faire de la recherche, tout le monde va faire de la recherche. S'il vous plaît, la recherche, c'est qui veut faire de la recherche. C'est budgétaire. La recherche, c'est une orientation personnelle. Moi, si je suis architecte et je suis un chercheur maintenant, si tu vas demander pourquoi un architecte fait la recherche, il ne doit pas faire la recherche, il doit dessiner des plans. C'est faux, mais c'est ça, cette mindset qu'on doit changer.
l'innovation et la recherche est le droit de tout le monde. Même quelqu'un qui est commerçant, les gens في القراوين, il fait de la recherche, في الكراسي العلمية, ils ont écrit livres des commerçants. Donc la recherche n'est pas liée à la forteresse de l'université, mais ce qui est important, la pertinence de cette recherche, la singularité de cette recherche et quel impact a cette recherche sur le terrain. Et là, je vais vers la valeur ajoutée. On doit démontrer, nous, comme des universitaires ou chercheurs, notre valeur ajoutée d'écosystème national de l'économie. C'est l'économie du savoir. C'est l'industrie du savoir. Ce n'est pas le savoir figé dans une place. Non, c'est l'industrie du savoir qui crée des vrais athlètes de recherche, qui ont la capacité de faire la recherche et d'aller en avant dans le transfert de technologie, l'innovation technologique et dans tous les domaines. Et le Maroc doit être positionné par rapport à quelques pratiques. Si on est bien de l'agriculture, on doit avancer l'agriculture. On a l'automobile, mais les marques des autres, c'est le moment de démarrer notre marque. Donc, s'il y a un problème d'appartenance aux autres. Si on n'est pas capable, au 2020, d'aller vers l'indépendance de la recherche, on va être lié qu'aux industries des autres et chercheurs des autres et professeurs des autres. Donc là, ce n'est pas l'autonomie seulement à l'interne, mais l'autonomie par rapport aux autres pays, d'accord, et les autres économies. Le dernier point, c'est la valorisation du chercheur. On ne va pas garantir le taux de retention, retention rate. Si les chercheurs sont en train de fuir le Maroc, attention, comment on va développer ce chantier de recherche, d'innovation, de technologie au moment où les meilleurs ils sont en train de quitter le Maroc? Donc la valorisation du bien-être du chercheur, de l'infrastructure de travail du chercheur pour garantir la retention ou le taux de retention de ce chercheur. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Hassan. C'est Ahmed, il y a eu beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées, beaucoup d'intelligence, beaucoup de. Le dernier mot à la puissance publique, si on peut dire. Est-ce que vous aurez le dernier mot ou pas? Allez-y. Alors, c'est justement, merci c'est Aziz, mais c'est justement ce que nous cherchons à changer cette conception. C'est-à-dire, en fait, il faut regarder. Juste une plaisanterie, vous en faites pas. Non, mais bien sûr, et puis, de toute façon, c'est bien d'en parler. Donc, il faut absolument que ça change. Et moi, parfois, autour de moi, je dis qu'il faut être comme un fonctionnaire de 5e génération. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de règles qu'il faut mettre en place. C'est terminé. Le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le Maroc d'il y a des années. Et donc, tout doit fonctionner comme. Il ne faut pas que ça reste des paroles. Et donc, je vous assure qu'autour de moi, de toute façon, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, moi, je pense qu'il y a, en résumé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, pratiquement tout, on a de très bons chercheurs. Les Marocains, ils sont ils sont bons. La preuve, c'est que quand ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire parfois on a des chercheurs, on a beaucoup de chercheurs qui sont à l'étranger et qui sont extrêmement bons, qui sont bien installés et qui font de la bonne recherche. Le Maroc, je ne vais pas raconter une histoire qui m'est arrivée, le Maroc, c'est-à-dire on a ces étudiants parfois qui font des écoles d'ingénieurs, parfois qui font, et après ils partent. Et c'est-à-dire ils deviennent vraiment une étoile à l'étranger. Ça veut dire qu'en fait, c'est un environnement qu'il faut mettre en place. Un environnement complet pour garder ces chercheurs et faire revenir ceux qui sont là-bas. Les nôtres, c'est-à-dire les Marocains. Et aussi faire venir les meilleurs. On ne peut pas continuer à fonctionner qu'avec nos chercheurs. Il faut vraiment s'ouvrir et il faut chercher les meilleurs là où ils sont. Et il faut leur donner les moyens nécessaires. C'est le seul moyen de développer la recherche chez nous. Sinon, si on continue comme ça, c'est-à-dire les meilleurs partent faire de la recherche à l'étranger, et puis nous, on reste croisés. L'exemple, comme ce que vous avez dit, l'exemple chinois, il est typique, clair, net et précis. On peut très bien copier juste une toute petite partie et on verra que ça va vraiment changer les choses.
Moi, je pense que il faut d'abord mettre en place les procédures juridiques. Ça c'est absolument nécessaire. Ça va permettre de fixer les règles, comme ce que j'ai dit, et ça va permettre effectivement de combler les trous et les failles qui existent dans la loi 0100, et puis de façon arrêter cette histoire, c'est-à-dire d'avancer d'un grade à un autre comme ça. Et puis, vous faites de la recherche, vous ne faites pas de la recherche, ce n'est absolument pas grave. De toute façon, vous avez votre salaire, ça, il faut absolument en terminer. Il faut aussi motiver les ressources humaines, c'est important. C'est important, on ne peut pas continuer, c'est-à-dire à faire celui qui fait de la recherche, celui qui ne fait pas de la recherche, exactement pareil. Il faut motiver l'ensemble. Alors, il faut les moyens financiers, ils sont extrêmement importants. Il faut aussi renforcer le financement de la recherche. Moi, c'est vrai que le Maroc a pris beaucoup d'efforts, mais on peut continuer. Moi, je pense qu'il faut absolument financer les structures de recherche au niveau des universités. Il faut leur donner les moyens. Il faut les mettre en structure, en équipe, parce que c'est des équipes qui vont batailler, qui vont jouer avec d'autres équipes. Vous ne pouvez pas jouer avec des équipes qui n'ont pas les moyens et qui sont dispersées, avec des équipes qui sont bien structurées, avec les moyens qu'il faut, avec tout ce qu'il faut. Donc, on ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faut absolument se structurer et trouver les moyens pour donner à ces structures de recherche. Donc, ça veut dire le financement. Il faut absolument aussi, comme ce qu'il a dit, c'est Hassan, il est extrêmement important. La partie valorisation des résultats de la recherche est extrêmement important. On a mis en place les cités d'innovation. Ils ne fonctionnent pas comme ce qu'on souhaite encore. Mais ça, on est en discussion avec le ministère des Finances et de l'Industrie. L'industrie, il n'y a pas de problème, mais le ministère surtout des Finances, pour trouver une solution. Parce qu'il faut une liberté, c'est-à-dire comme une entreprise, il doit fonctionner comme une entreprise, sinon ça ne marchera jamais. L'innovation, c'est comme ça que ça marche. Dans d'autres pays, ils ont beaucoup d'argent et dépensés. On prend juste l'exemple de l'Espagne et c'est pour ça que ça marche. Il y a aussi, on ne peut pas aussi continuer, il faut absolument évaluer, ça c'est extrêmement important. Il faut absolument évaluer les structures de recherche, il faut absolument chacun dans son coin. Et il faut reconnaître les choses quand elles sont bonnes, quand elles sont moins bonnes, et donner des récompenses à ceux qui travaillent. Et comme ça permet de dire aux gens que c'est fini les années où tout le monde, c'est-à-dire dort et on avance tout le monde à la même vitesse. Voilà, c'est tout ce que... Et alors l'information, il y a eu beaucoup de questions, mais je tiens à dire à ces tarifs. Donc, de toute façon, on peut échanger si vous voulez. Si vous avez besoin d'informations, c'est extrêmement important et ça me fait chaud au cœur. Moi aussi, j'étais à l'étranger et je suis vraiment très touché. D'ailleurs, chaque fois quand on fait des webinaires comme ça, on parle avec des collègues. Et donc, il n'y a aucun problème. Je vous donnerai mon mail et si vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Sir Aziz. Merci beaucoup pour les efforts parce que je sais que ça demande des efforts et pour le fait de nous réunir comme ça et de discuter d'un point extrêmement important. Voilà. En tout cas, c'est moi qui vous remercie parce que, comme je vous avais dit en préparant l'émission, je ne connais rien à la recherche. Je ne suis pas scientifique moi-même, mais là, vous m'avez vraiment mis l'eau à la bouche. Et bon, dans mon métier, on propose des choses, on dit des choses. Quand vous parlez de graver ça sur le marbre, ou dans le marbre de la loi, moi, je me rappelle que, enfin, je sais qu'en Allemagne, par exemple, l'orthodoxie budgétaire est inscrite dans la Constitution. Et peut-être aller jusqu'à inscrire la recherche et développement ou un budget dans la Constitution, ça c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être, à laquelle il faudrait peut-être penser à nos politiques. En tout cas, je vous remercie tous pour votre contribution.